Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie de votre présence. Je vous accueille avec plaisir aujourd'hui aux URPS des chirurgiens dentistes Île-de-France, qu'on appelle aussi la maison des dentistes. Nous sommes là aujourd'hui pour accueillir le docteur Xavier Blondil, qui est un dentiste libéral exerçant du côté de Lyon. Il est à la fois ordinal, il est aussi expert. La diversité de ses activités permet de lui avoir d'avoir une expertise sur la réalité des centres dentaires qu'il va nous expliquer aujourd'hui. Il est polypraticien, c'est ça? Il tient à ce terme de polypraticien. Donc, il a une vision très large de la profession. Voilà. Je te laisse la parole. Merci beaucoup Fabienne pour l'invitation. Alors la première chose, hop, et vous verrez à la fin pourquoi je dis ça, tout ce que je dis c'est exprimé à titre personnel, ça n'engage en aucun cas les organisations à laquelle je participe, à laquelle j'appartiens et dans lesquelles j'ai été élu. Il n'y a pas d'appel au boycott, il n'y a pas de dénigrement, ce sont que des choses factuelles qui sont trouvables publiquement ou parfois sur demande en saisissant la CADA. Les motivations qui font que je fais autre chose que dentiste, c'est d'abord je suis un patient. Je suis un patient et je veux être certain que celui qui va me soigner, quand je serai malade ou quand je suis malade, il passera mon intérêt avant le sien, avant celui de ses fournisseurs ou de son employeur. Je suis aussi un preneur de santé, donc ce que je veux, c'est pouvoir exercer avec du sens et ne pas nuire, avec le moins de contraintes, de doubles contraintes et d'injonctions paradoxales. Je suis aussi gérant d'un établissement de santé. J'ai un cabinet libéral, je suis en CELARL, je suis gérant de ma CELARL. Donc ce que je veux, c'est que je puisse assurer la pérennité financière de mon entreprise dans un cadre concurrentiel loyal et dans le respect des principes éthiques de la santé. Et enfin, je suis aussi un citoyen, c'est-à-dire que je veux exercer mon rôle de citoyen en participant dans la vie de mon pays. Pour être plus précis, donc je suis polypraticien à Villefranche, c'est-à-dire que je fais pas toutes les activités, je ne suis pas omni, je ne pratique pas l'orthodontie. J'ai des diplômes universitaires, un DU de paro et d'implanto, je pratique l'implantologie, de l'expertise en médecine bucco-dentaire. Également, je suis un auteur et conférencier indépendant, notamment et autodidacte. Je suis chargé de mission au niveau de l'URPS des chirurgiens dentistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes et je suis membre du think tank Culture Santé à l'aube d'une révolution des grands tropiques. J'expliquerai à la fin en quoi ça signifie. En termes de lien intérêt, je n'ai pas lien intérêt. J'ai bénéficié sur 5 ans de 260 € de resto offerts par les laboratoires. Et je n'ai pas de participation dans une société, une association en lien avec la profession, à part mon cabinet évidemment. Et je ne suis pas syndiqué. Et je suis bien à l'URPS. En termes de service public, je le classe en service public. Je suis élu ordinal. Je suis ancien attaché hospitalier et je suis expert judiciaire près la Cour d'appel de Lyon. Donc c'est par tout ça que j'ai eu accès à beaucoup d'informations et une vision un peu plus globale. Ce qui va être le guide de la conférence d'aujourd'hui, c'est une analyse systémique. Je vous parlerai de l'ontologie, c'est-à-dire vraiment ce que sont les centres de santé, ce que sont les cabinets libéraux. Et également après de ce qu'ils font, le pôle fonctionnel. C'est-à-dire ils sont quelque chose et ils font quelque chose. Également, j'aborderai le côté axiologique, c'est-à-dire le système de valeurs. C'est-à-dire quelles sont les valeurs qui sont derrière ces établissements de santé, et elles sont différentes. Et de là, on va pouvoir faire un peu de prospective et évaluer le pôle téléologique, c'est qu'est-ce que ça va devenir. Première chose, ce qui a toujours été surprenant, c'est la méconnaissance globale des dossiers. Beaucoup d'idées reçues. Les centres de santé, si on prend une courbe de 1995 à 2021, jusqu'en 2010 à peu près, c'était une croissance stable. Une accélération 2010, 2015, 2018, oula, je me recule, et une augmentation. Quand il y a une courbe comme ça avec des cassures, c'est qu'il y a eu un changement de quelque chose. Il y a eu la loi HPST. Suite à Dentexia, il y a eu une ordonnance en 2018. Et malgré l'ordonnance, il y a eu plusieurs scandales, Dental Access, Proxy Dentaire, Dentexcellence, etc. Puisque en 2021, il n'y avait pas encore les derniers scandales. Et cette croissance est uniquement liée, ou principalement liée, à l'explosion des centres associatifs. Puisqu'en effet, les centres peuvent être de plusieurs sortes, on abordera. Et dans le Rhône, qui est mon département, sur 32 ans, on a une apparition des centres associatifs
après la loi HPST, on a une petite baisse quand Dentexia s'est effondré, parce qu'on a eu le bonheur d'avoir 3 centres Dentexia. Et depuis, à part une petite cassure au niveau de la Covid, on a une croissance exponentielle dans notre département. Les centres de santé, les missions sont définies par le Code de santé publique. Ce sont des structures sanitaires dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours. Cette diapo, tout sera fourni. Il faut savoir, par exemple, que selon la justice, les soins prothétiques sont des actes de second recours. Il y a un jugement en cour d'appel de Paris en 2021 qui l'affirme. Les centres de santé sont ouverts à tout public. Ce qui veut dire, en toute hypothèse, que serait en infraction un centre qui refuse les enfants ou un centre qui ne pratique que de l'orthodontie alors qu'il n'y a pas de spécialiste qualifié en orthodontie. Puisque s'il y a des omnipraticiens, il doit faire l'ensemble des actes d'omnipratique et pas se circonscrire une activité particulière. Une obligation de réaliser à titre principal des actes remboursables, par exemple, un centre exclusif en orthodontie adulte ou un centre d'implantologie ne peut être un centre de santé, dans les textes. Dans la réalité, il y en a. Plusieurs formes de centres de santé, on a une petite 7-8. Les associations ne sont qu'une forme parmi d'autres, mais dans tous les cas, quel que soit le statut du gestionnaire, la gestion du centre doit être à but non lucratif. Alors, une première question, est-ce que les centres de santé ne constituent pas une forme d'exercice de la profession? C'est une question qui peut surprendre, pourtant c'est un sujet majeur. Il y a beaucoup d'arguments qui pourraient dire pourquoi finalement les centres seraient exemptés de l'inscription ordinale alors que les sociétés d'exercice ne le sont pas. Sauf à prouver le contraire, ce n'est pas la société d'exercice qui met la main dans la bouche des patients. Pourtant, les sociétés d'exercice et les holdings sont inscrits à l'ordre. Il y a quand même des éléments qui pourraient le dire. Un premier élément, c'est un jugement du tribunal de Grasse en 2019. En conséquence, l'exercice par l'association Dental Access, sous forme associative de la profession de chirurgien-dentiste, induit que l'ordre est contre l'ordre d'office en application du Code du commerce. Là, c'était pour un cadre de liquidation judiciaire. Alors, par contre, pour la liquidation judiciaire, l'ordre est tout de suite rappelé à la bagarre en disant il faut vous occuper de gérer les suites. Mais le magistrat considère que c'est une forme associative de la profession de chirurgien-dentiste. Les centres de dentaires sont, sauf exception, tous inscrits dans le code NAF pratique dentaire, par l'INSEE, quasiment tous. Il y a aussi la convention collective des cabinets dentaires s'applique aux centres de santé. Cour de cassation en 2020, monsieur l'avocat Bessis le rappelle également. Et les centres de santé, selon l'accord national des centres de santé, article 1, les centres de santé constituent une forme d'exercice en équipe. Article 63-1 du CSP, les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant des soins de premier recours et le cas échéant, etc. Et cette logique de dire que s'ils dispensent des soins, ce n'est pas eux qui soignent techniquement, c'est valable pour les CELAR. Pourtant, ils sont inscrits à l'ordre. Il y a des éléments qui pourront dire que non, les centres de santé ne sont pas des structures exerçantes. Quand on lit, par exemple, très récent, en 2023, Madame Agnès Firmin-Lobodo, dans une discussion sénatoriale, qui parle que c'est notre responsabilité d'établir un cadre légal permettant un développement éthique, on parlera de quelle éthique, et en créant des centres de santé au service de la santé des Français. En premier lieu, nous devons soutenir ce modèle. Donc il y a une volonté politique, on l'entend, mais ce modèle d'exercice collectif de la médecine. Un centre de santé dentaire, selon l'accord national, les centres de santé, c'est plus de 80% des honoraires. Il y a des idées reçues. Les centres de santé sont low cost. Je le lis partout, je le vois partout. C'est faux. C'est totalement faux. Les centres de santé pratiquent le tiers payant AMO. Évidemment, ça donne une illusion de gratuité. Il a été montré maintes fois que c'est un surcoût systémique. Là, j'ai une interrogation. Le tiers payant, j'ai toujours une interrogation sur le côté complémentaire. Si vraiment s'il serait obligé en toute hypothèse de faire le tiers payant des complémentaires. Ils ont un engagement à la maîtrise des dépassements, c'est techniquement vrai, c'est l'accord national article 1. Par contre, à ma connaissance, je n'ai trouvé aucune étude comparative indépendante et sérieuse sur ce sujet.
Il y a beaucoup de storytelling, il y a beaucoup de biais cognitifs, il y a beaucoup de ce que j'appelle d'outils de propagande. C'est qu'ils parlent tout le temps de prix éthique, de prix juste. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas de la science, ce n'est pas de la santé publique, tout ça. Donc les centres de santé ne sont pas low cost. Et je vous ferai grâce de la liste que j'avais préparée de tous les centres qui étaient plus chers que moi. Les centres de santé disposent d'un agrément. Alors ici, je parle à des gens qui sont avertis, mais le nombre de confrères et de patients qui pensent que les centres de santé disposent d'un agrément, une autorisation, c'est affolant. Non. Les centres de santé ne disposent pas d'un agrément depuis l'abrogation du décret, je ne sais plus, donc en 2010. Il suffit d'envoyer une lettre recommandée à l'ARS avec un projet de santé. Mais en fait, c'est simple comme une lettre à la poste. Les centres de santé doivent s'installer en fonction des besoins de santé publique. Il n'aura échappé à personne, et on en reparlera après, qu'il y a un tropisme sur les grandes villes. Non, c'est faux. Ils n'ont aucune obligation de s'installer quelque part. Aujourd'hui, ça va peut-être changer avec les lois, mais j'attends aussi les décrets d'application. Il n'existe aucune limitation réglementaire hors droit général. Point barre, c'est tout. Ils s'installent où ils veulent. Là, c'est par exemple, vous ne reconnaissez peut-être pas, mais ça, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et de 2009 à 2022, vous allez voir l'évolution des centres de santé, leur ouverture. Là, c'est en 2022. Clairement, Lyon, on a énormément d'ouverture à Lyon et dans les autres départements de la région, il ne se passe pas grand-chose. Les installations de centres de santé actuels aggravent l'accès aux soins. Alors que ça a été à la base présenté comme étant une solution. Non, aujourd'hui, c'est une aggravation. Et je ne vous parle même pas du nombre de... Là, je vous parle du nombre d'établissements, je ne vous parle pas du nombre de fauteuils. Et qu'aujourd'hui, quoi qu'on en pense, le système libéral est encore celui qui, en France, permet un quadrillage, pas terrible, mais au moins un quadrillage de la nation. En tout cas, ce n'est pas les centres de santé, et pour diverses raisons, ils ne sont pas adaptés à ça. Seuls les centres de santé sont à l'origine de scandales financiers. Non, c'est faux. Il y a les libéraux aussi, de temps en temps, ça déconne. Sauf qu'il y a quand même des différences. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui m'a motivé. Des libéraux, il y en a eu des scandales. Il y a eu King, il y a eu Van Nierop, il y a eu la famille Gage. C'est des cas dramatiques, mais ça reste localisé en temps et espace. Ça concerne relativement peu de personnes. Alors bien que chaque cas soit dramatique, ça concerne en volume peu de personnes. Et c'est un risque qui est individuel. Ce sont des individus qui dérivent. Quand on compare avec des scandales de centres de santé, il y en a quelques-uns quand même. Il y a le COSEM, en 2013, Dentexia, Dental Access pour Occidentaire, Dental Excellence, Medidental. En quantité, c'est quand même plus lourd. C'est quand même également... c'est un risque qui devient systémique. Et puis, ce n'est pas des petites organisations, c'est des scandales qui sont de plus en plus gros. Donc, si les libéraux ne sont pas exclusifs dans les scandales, les centres n'ont pas cette exclusivité, il y a quand même une différence d'échelle. Les centres de... J'y reviendrai à la fin. Voilà. Mais ce n'est pas que ça. D'après mon analyse. Parce que si c'était que ça, il suffirait d'identifier les praticiens et que tout s'arrête. Je vais essayer d'apporter la démonstration que non, ça ne changera strictement rien ou à la marge. Les centres de santé sont à but non lucratif. C'est vrai. C'est vrai. Par la loi. Alors, on va s'attarder un petit peu sur ce que c'est qu'une association à but non lucratif. C'est quoi une association à but non lucratif ? Les bénéfices du centre ne peuvent pas être redistribués. Il faut qu'il y en ait. Mais attention, on peut être non lucratif et faire des bénéfices. D'ailleurs, si on fait de bénéfices, on ferme. Ou alors, on est sous subvention. Les centres peuvent être gérés par des sociétés non lucratives ou lucratives. Le fait qu'un centre de santé non lucratif soit géré par une société lucrative, ce n'est pas illégal. Et le contrôle est réalisé par les ARS. À chaque fois, il y a les textes de loi qui sont afférents. Mais on va s'attarder sur ce que c'est qu'un caractère désintéressé d'une association. Si on prend le bulletin des impôts, moi je suis allé voir ce que disent les impôts, c'est quand même les mieux placés pour savoir. Ils vous disent, attention, pour être non lucratif, il faut que l'organisation soit administrée à titre bénévole par des personnes, alors ça, il peut être salarié aussi,
ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. Deuxième critère, pas de distribution de bénéfices de manière directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, plus autre chose, et que les ayants droit ne puissent pas bénéficier. Ça, c'est le texte. Ce qui va beaucoup nous intéresser dans le fonctionnement actuel, c'est qu'il y a 3 critères qui, pour eux, sont fondamentaux. Pour qu'une association soit à but non lucratif, il faut qu'il y ait une transparence financière, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'associations et beaucoup de sociétés qui gèrent des associations. Ils ne font pas leur déclaration obligatoire. Il faut qu'il y ait un fonctionnement démocratique de l'association, c'est-à-dire que les membres de l'association doivent contrôler leurs dirigeants, qu'il y ait des élections démocratiques et régulières, et il faut qu'il y ait une interdiction de l'usage de la publicité. En effet, le recours à des pratiques, les impôts disent le recours à des pratiques commerciales est un indice de lucrativité, point 1. Deuxième point, un organisme sans but lucratif qui aurait recours sur Internet à de la publicité payante afin de connaître son offre de services, etc., recours à des méthodes commerciales publicitaires. Si on suit littéralement ce que disent les impôts, dès qu'une association ou un centre de santé fait de la publicité, il se met en infraction avec son objet, avec son but non lucratif. Ce qui me fait rebondir sur est-ce que les centres de santé peuvent faire de la publicité ou de la réclame. Moi, je préfère le vieux réclame, c'est un peu désuet et ça veut quand même plus dire. Parce qu'en français, publicité a 2 sens, la réclame et l'information. Et dans le pays des droits de l'homme, on peut difficilement être contre le fait qu'on puisse faire la publicité de quelque chose. Eh bien, c'est faux. Ils n'ont pas le droit. Alors, ils n'ont pas le droit et je vais le démontrer. Il y a souvent 3 arguments quand on discute, soit avec des pouvoirs publics, soit avec les ARS, soit avec les associations de l'OI-901. Ils disent non, non, j'ai le droit parce que le texte dit l'identification doit être gérée par centre de santé. Oui, on a des vidéos d'enregistrement, d'interviews de centre de santé. Ils vous disent j'ai le droit parce que, vous voyez, c'est marqué. Bon. Non, si je te dis que tu dois bien t'identifier, ça ne veut pas dire que tu as le droit d'aller prospecter. Oui, j'ai le droit parce que le code de déontologie ne s'applique pas au centre de santé. C'est vrai, il y a un arrêt de la Cour de cassation qui est limpide. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu as le droit quand même. Hein? Troisième chose, oui, mais l'interdiction générale de publicité a été supprimée par la Cour de justice européenne. Oui, mais uniquement pour le code de déontologie, pas pour les centres de santé. Et c'est assez surprenant d'utiliser souvent cet argument-là, parce qu'en fait, si on dit j'ai le droit de faire la pub parce que ça a été sauté, ça veut dire en creux que je veux respecter le code de déontologie. Bref, droit pur. Alors, c'est marqué quand même, interdiction par la loi, toute forme de publicité est interdite en faveur de centres de santé. Article 69-1-9, 63-23-1-9. Alors, cet article il est extraordinaire parce que c'est un article qui s'autodétruit. Il y a un risque majeur de cassation par la Cour de justice européenne d'un texte comme ça. Ce que j'appelle le droit pour les nuls. Pour les libéraux, c'est ça qui a fait chuter l'article 215, c'est ça il y a une refonte du code de déontologie à cause de ce texte de loi. Là, c'est le même copier-coller, et je ne comprends pas pourquoi, même dans les discussions actuelles, ils ne proposent pas de le changer. Que ça, quelqu'un qui attaque là-dessus, il peut perdre, il va probablement perdre devant la Cour de justice européenne. Donc vous avez une loi qui dit pas de pub, mais si quelqu'un attaque sur ce texte, il est sûr de perdre. Le droit pour les nuls, je suis désolé. Par contre, la publicité est interdite parce que, et là la jurisprudence est abondante, c'est constitutif d'actes de concurrence déloyale des centres de santé qui font de la publicité envers les libéraux et aussi les centres de santé qui ne font pas de publicité. Ce n'est pas un combat libéral centre de santé. C'est un combat centre de santé déviant contre libéraux et centres de santé vertueux. Cour d'appel de Paris en 2021, Cour de cassation, 8 mars 2023, très récent. Il ressort finalement la combinaison de la réglementation des centres de santé et des règles déontologiques applicables à leurs salariés, que la structure gérant un centre de santé commet une faute, en droit c'est très fort la faute, lorsque sa communication est de nature commerciale. Ça la met en position de concurrence déloyale. Donc non, les centres de santé n'ont pas le droit de faire de la publicité pour des problèmes de concurrence déloyale. Ils n'ont pas le droit de faire de publicité aussi par le côté non lucratif du centre. Un organisme
c'est le même que tout à l'heure. C'est du droit fiscal. Alors moi, je dis réclame. Et aujourd'hui, il n'existe pas de définition en santé publique du mot publicité. Ça n'existe pas. Là, une directive européenne, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, la meilleure approche, c'est encore celle qui est établie par le Conseil national de l'ordre. Globalement, si tu payes, c'est de la réclame. Je suis très raccourci, je pourrais vous faire 2 heures sur ces notions, ce n'est pas l'objet. Moi, je dis plutôt réclame plutôt que publicité. La publicité, par exemple, aujourd'hui, on va dire, il y a eu une décision là, au Sénat, je fais le 49.3, il va y avoir la publicité des débats. Rendre public. On ne peut pas dire que c'est illégal de rendre public des choses. Donc le mot publicité, en français, il est ambivalent. Il est équivoque. Donc c'est un mauvais terme qu'il faut absolument éviter parce que ça veut tout et rien dire. Une enseigne lumineuse de 5 mètres sur 3, une publicité locale quand même. C'est à l'appréciation des magistrats. Donc il faut qu'il y ait qui se déclare lésé par exemple. Sinon, spontanément, on ne va pas... Par exemple. Mais aujourd'hui, tout le monde a le droit de faire des panneaux lumineux. Ah si, bien sûr que si. Oui, eh ben, il faut absolument... Alors je répète, je ne suis pas au nom du Conseil de l'ordre, je suis en titre personnel. Les recommandations, c'est on s'adapte à l'environnement qui nous entoure. Si autour de vous, vous avez 25 panneaux lumineux, ce ne serait pas logique de ne pas le faire vous-même. C'est mon avis. Voilà. Et les recommandations, c'est on s'adapte à l'environnement. Ce qui n'est pas idiot, d'ailleurs. Après, je ne suis pas sûr que ce panneau lumineux qui va venir des patients. Hein, mais bon. Alors, vous avez 2 jours devant vous? Parce qu'on peut en parler c'est des combats techniques. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les magistrats ne comprennent pas ce qui se passe avec les cookies. Je sais. Je suis d'accord. La vie algorithmique, c'est quelque chose de très préoccupant. Mais ce n'est pas le sujet, honnêtement, j'ai beaucoup de choses. Dans la mesure où vous payez, un cookie, on ne paye pas. Un cookie, on recueille une information. Par exemple. Ouais. Alors, ce n'est pas le sujet du jour. Là, je parle des centres de santé qui sont libéraux. Là, ça, c'est autre chose. Un centre de santé à l'étranger? Ah non, mais alors, si c'est à l'étranger, ce n'est pas des centres de santé. C'est d'autres établissements d'un autre type, avec d'autres lois. Moi, je vous parle juste des centres de santé en France et des cabinets libéraux en France. Je n'ai pas la prétention de vous expliquer ce qui se passe en Turquie, au Maroc. Oui. 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 Alors, les juridictions vers lesquelles se tourner, ben, il n'y en a pas 15 000. Hein. La première, c'est le tribunal civil, le tribunal le plus classique. Éventuellement, la répression des fraudes, l'autorité de la concurrence, parce qu'il y a un problème de concurrence, la RPPP. Les ARS ne sont pas des autorités judiciaires. C'est une autorité administrative, rien à voir. Elles peuvent sanctionner, mais c'est très différent. Et elles ne sanctionnent pas sur du droit, entre guillemets. Et l'ordre est hors course. Ça ne sert à rien. Les centres de santé ne sont pas sur la juridiction. C'est une voie judiciaire sans issue. Alors, l'ordre juridictionnel, je ne parle pas de l'ordre ordinal. Alors, du coup, est-ce que les centres de santé échappent aux règles déontologiques? Alors là, je vais prendre un peu de temps, parce que c'est vrai et c'est faux. Les centres de santé ne sont pas en l'état inscrits au Conseil de l'ordre. Le Conseil de l'ordre n'a de pouvoir que sur les gens qui sont inscrits. Point. La loi. Un centre de santé n'a, a priori, aucune obligation de respecter le code de déontologie de ses salariés, sauf si cela est clairement inscrit dans les contrats. Mais s'il y a un centre de santé qui pratique quelque chose qui est interdit à ses concurrents, par exemple un praticien libéral qui, lui, est tenu par le code de déontologie, il peut être recherché en responsabilité pour concurrence déloyale. Et là, c'est du droit civil, dommages et intérêts, concurrence déloyale ou sanctions pécuniaires par les autorités de la concurrence et la répression des fraudes. Ça, c'est une analyse personnelle. Donc, j'insiste, quand je dis personnel, c'est ce que je pense. C'est qu'en fait, les centres de santé seraient tenus de respecter la déontologie qui s'impose à ses concurrents, faute de quoi ils pourraient rendre des comptes. Mais, dans la vraie vie, la complexité des dossiers, l'opacité générale, la non-familiarité avec les juridictions civiles et pénales, la non-proportionnalité des sanctions administratives. Un ARS, il peut faire des recommandations ou fermer, ou faire des
Les amendes, c'est assez récent, je ne suis pas à l'aise là-dessus. Mais globalement, ils ont, les petits manquements ne sont pas sanctionnables. Donc en fait, il faut vraiment y aller fort pour fermer un centre. Le corporatisme, l'évolution néolibérale de la santé, le statut des salariés, des professionnels, le faible tropisme sur les questions de conflit d'intérêts, le secret des affaires, l'énumération de la santé, on en parlait, et le déni politique, fait qu'en fait, c'est utopique de croire qu'on va réguler par les textes actuels. Donc, pour moi, c'est plutôt vrai. Et par mon vécu, dont je ne peux pas en parler ici parce que c'est couvert par le secret ordinal, je vous dis oui, ils échappent aux règles déontologiques. Les dentistes qui exercent en centre de santé sont soumis aux règles déontologiques, ils sont inscrits à l'ordre. Oui, mais ils sont salariés. C'est les diapos suivantes. C'est un des nœuds du problème que je vous propose d'analyser. Alors, questionnement. Première chose, contrairement à un cabinet libéral, il n'y a aucune notion d'indépendance d'un centre de santé. C'est-à-dire que on peut facilement contourner le principe de non-lucrativité, on peut facilement faire des ententes et des cartels. Je vous rappelle, il y a très longtemps, que la France a été divisée par deux entre Station et un autre. C'est de l'entente. En termes de droit de la concurrence, c'est bien pire que de chercher des noises dans un réseau de soins. Il n'y a aucun contrôle de la mise en concurrence des prestataires des centres de santé. Je m'explique. Un centre de santé signe avec, alors je vais dire des noms de marques, mais c'est pas ciblé. Une association 901 signe avec Dantego, l'ANEA. Qu'est-ce qui l'empêcherait d'aller signer avec Dentalvie ou Dentifrice l'ANEB, puisqu'elle fait de la prestation de service et elle pourrait chercher moins cher. Et la baisse des coûts, elle pourrait la répercuter aux patients. Moi, je n'ai jamais vu, à part dans des cas de rachat, des associations qui ont basculé d'une chaîne à l'autre. Et personne ne vérifie, à ma connaissance, qu'il y ait une liberté du choix de la prestation. Ça, c'est dans les contrats entre l'association et le prestataire. On en reparlera après. Il y a un risque de pratique anticoncurrentielle. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de sanction graduelle. Alors la diapo était de l'an dernier. Avec le nouvel texte de loi, si ça arrive au bout, il y aura des sanctions graduelles. Mais le fait qu'il n'y ait pas de sanctions graduelles, globalement, c'est on avertit, on ferme. En fait, on ne va pas mettre des centaines de patients dans la rue parce qu'il y a un problème déontologique. Les gens sont en cours de soins, on ne les laisse pas dans la misère. Donc en fait, ça rend inefficaces les sanctions, quand il n'y a pas de proportionnalité dans la sanction. Pas de contrôle des conflits d'intérêts. Il n'y en a pas, malheureusement. L'IGF, donc l'Inspection générale des finances, en 2012, qui n'a aucun intérêt à nous faire plaisir, je vous le dis tout de suite. Déjà à l'époque, il disait qu'il faut libéraliser le milieu dentaire, mais il faut faire attention. L'IGAS 2016, la dent bleue, une association de patients, ils disent tous, attention, conflit d'intérêts, c'est un des sujets majeurs. Il n'y a aucune obligation éthique relative aux professionnels de santé que ces associations emploient. Pour répondre à la question qui était en haut, les dentistes sont tenus aux règles déontologiques, pas le centre. Et j'appelle ça la déontologie. C'est-à-dire c'est privatif, c'est qu'en fait ça ne fait pas partie de l'équation. On en reparlera après. Et ça, c'est un risque majeur et systémique de dérive. Quand vous regardez ce tableau, donc, qui est un tableau édité par l'Inspection générale des finances, ils vous disent à gauche, attention, il y a tout un préambule, si on libéralise, qu'on ouvre les capitaux des cabinets libéraux et du domaine de la santé, attention, risque d'apparition de conflits d'intérêts insurmontables dans la structure d'exercice du professionnel. Donc il parle pas que de la santé, ils disent ça concerne les services médicaux. Solution, mise en place de règles déontologiques de portée supérieure à la relation salariale. Donc ils disent clairement, si on libéralise le marché dentaire, il faut que la déontologie l'emporte sur le droit du travail. Et deuxième chose, attention, il faut interdire que les laboratoires pharmaceutiques peuvent investir dans les pharmacies. On peut le transformer chez nous. Interdire que les fabricants d'implants, les laboratoires de prothèses puissent fabriquer des centres de santé. Ces deux options n'ont jamais été transcrites en droit, à ma connaissance. L'éthique professionnelle, ça s'appelle la déontologie, et intégrer un code de déontologie, c'est utile, c'est nécessaire, mais en fait, c'est très facile de la contourner aujourd'hui. L'analyse personnelle, c'est que la déontologie doit devenir une valeur de marché. Deuxième point, cabinets libéraux et centres de santé, exercice libéral et salarié. Je vais vous montrer les différences entre les deux exercices. Parce que bien qu'on affiche partout qu'il y ait une profession, une même déontologie, pour moi, il y a deux modèles.
qui sont différents. Première chose, c'est quoi une profession libérale? Une profession libérale, c'est indépendance, responsabilité, l'intérêt du patient en premier, diplôme, titre protégé, déontologie. C'est ça, profession libérale. C'est la définition. Donc il ne peut pas y avoir de profession libérale sans une déontologie. Sinon, ça ne s'appelle pas une profession libérale. Après, ça peut changer. Hein. C'est quoi une association 1901? Ben, en fait, c'est un contrat entre deux personnes avec une très, 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 très grande liberté. C'est un droit fondamental, enfin considéré comme fondamental en France. Avant d'y toucher, vous vous accrochez. Hein. En fait, c'est open bar pour faire plein de choses, ce qui est une bonne chose, hein, pour faire la choucroute le week-end au PMU du coin, ça va très bien. Pour faire des causes nationales de défense pour les animaux, etc., c'est formidable. Pour faire il y a vraiment un intérêt majeur. Moi, je suis pour l'association 1901, j'en gère quelques-unes. Mais en fait, l'association 1901 se distingue d'une société commerciale par le caractère lucratif, en premier. Un salarié d'une association, en fait, le dentiste peut être salarié d'une association. Et d'ailleurs, dans un centre de santé, il ne peut être que salarié ou bénévole. Ce qui va retenir juste que c'est le droit du travail qui préempte un salarié. Et que surtout, il y a un lien de subordination. Un salarié, vous avez des assistantes, ou vous êtes salarié d'une entreprise publique, il y a un lien de subordination, on peut discuter les ordres, mais à la fin, on obéit. La relation de soins, historiquement, c'est obsolète hein, maintenant, c'est entre un praticien, le libéral est de trop, je suis désolé, et un patient, le colloque singulier, sous couverture d'une éthique médicale. Ça, c'est fini, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on est, par exemple, dans une structure libérale, où il peut y avoir patient, praticien, patient, structure d'exercice, praticien, en cas de association ou gérance avec la CELAL, en sachant qu'il y a encore la couverture déontologique. Ça peut être, dans le cadre d'un centre de santé, un salariat, mais il y a une relation contractuelle entre le patient et le centre de santé, droit civil, et le centre de santé, le code de déontologie ne s'applique pas au centre de santé. Par contre, le code de santé publique s'applique, avec toute une liste de choses qu'on a déjà citées. Attention, un salariat, c'est un lien de subordination. L'employeur donne des directives et des ordres, contrôle l'exécution du travail et sanctionne les manquements de l'employé. Une jurisprudence, vous pouvez tout ce que vous... Il y a des tonnes, c'est du travail, c'est assez logique. Hein. Mais un professionnel de santé a une obligation d'indépendance professionnelle. Et là, pour répondre à l'intervention de tout à l'heure, là, il y a un vrai problème de fond. Le dentiste ne peut pas aligner son indépendance professionnelle de quelque forme que ce soit. Ah oui, mais il est salarié, il est obligé d'obéir. Donc la définition d'un salarié, c'est d'aliéner son travail. C'est la définition. Donc, même chose avec la Sécu et les mutuelles. C'est un problème général. Un praticien libéral, il est aussi malheureusement biaisé dans sa relation avec le patient à cause de la Sécu et des mutuelles. Vous pouvez quitter la Sécu. Mais on est quand même limité dans nos choix. Alors, on va très vite circonscrire cette. Alors, on va très vite circonscrire l'indépendance professionnelle. Ça n'existe pas. On dépend toujours un peu des autres. Ne serait-ce, il faut l'électricité, il faut vivre des gens. C'est l'indépendance de décision. Hein, la décision. Enfin, moi, dans mon activité, je ne propose pas des traitements en fonction des remboursements. Voilà. Clairement, et ça tourne. Et puis les patients sont contents. Et le choix des CMU, j'ai 15% de CMU, pas de problème. Le choix des assistantes, aide opératoire, anesthésiste ne peut être imposé au dentiste. Dans un centre de santé, trouvez-moi un centre de santé où le dentiste peut imposer les aides qui sont autour de lui. Il n'y en a pas. Normal, c'est pas lui le patron. En cas d'exercice salarié, la rémunération ne peut pas être fondée sur une norme de productivité, de rendement qui serait susceptible, de porter atteinte à l'indépendance professionnelle. Donc il y a aussi une deuxième question dans la question, c'est est-ce que finalement le fait que beaucoup de dentistes salariés soient payés au pourcentage n'est pas un problème de fond? Pas tous. Pas tous. Il faut demander à un magistrat, il faudrait porter l'affaire en justice et voir si on gagne ou on perd. Les dispositions actuelles, les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession, susceptibles de priver les contractants de leur indépendance, les rendent passibles de sanctions disciplinaires. C'est écrit, on ne peut pas obéir à quelqu'un.
Et il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. En fait, c'est l'étiquette. Cette notion d'indépendance professionnelle dans un exercice salarié, pour moi, c'est une fiction juridique. C'est une fiction juridique qui organise une irresponsabilité systémique, donc une irresponsabilité du système. C'est pourquoi j'en veux pour preuve qu'au civil, le dentiste salarié a une impunité civile. C'est-à-dire si un patient porte plainte contre un dentiste salarié, c'est l'employeur qui est responsable. Ce n'est pas le praticien. C'est quelle assurance de RCT Celle de l'employeur. Pourquoi? Parce que article 1242 du Code civil, on est responsable, non seulement donc on est responsable non seulement de ce que l'on fait, mais des faits causés par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses dont on a la garde. C'est-à-dire que comme on est l'employeur, on est responsable civilement des actions qu'en font nos employés dans le cadre de leur mission. On est d'accord. Ah ben, alors, je crois qu'il n'y a pas d'obligation, mais la plupart sont assurés. Il n'y a que Dentexia qui n'était pas assuré. Tout. Alors là, en tant qu'expert judiciaire, je peux vous dire, il y a tout. Hein. Il y a AXA, il y a des assurances, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Le défaut d'assurance, c'est assez rare maintenant. Mais à la base, jusque dans les années 80 de mémoire, c'était le dentiste qui était responsable civilement, ou le médecin. Ce transfert de responsabilité a été fait par la jurisprudence. Pour le faire rapidement, les juges en avaient marre d'avoir des bagarres avec des patients qui portaient plainte contre un médecin. Que le médecin il dit mais moi qu'est-ce que vous voulez, je suis salarié, on me donne des ordres, j'obéis. Et puis si je suis dit non mais moi j'ai rien fait, à un moment ils ont tranché, ils ont dit on va simplifier les choses, c'est l'employeur le responsable, basta. Au niveau déontologique, c'est toujours pas acté. Ça pourrait l'être par la jurisprudence, puisque la loi dit l'inverse. Et je parle souvent de liberté d'obéir. Un salarié dentiste est libre d'obéir. Et pour moi, l'indépendance salarié, c'est un oxymore. Et c'est une des clés du problème. D'ailleurs, quand on regarde le rapport de Madame Khattabi, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit tout le monde peut venir gestionner un centre de santé. Très bien. C'est problématique lorsque les objectifs fixés par le gestionnaire entrent en contradiction avec les impératifs de qualité et de sécurité des soins et les obligations déontologiques. Le gestionnaire n'est pas soumis aux obligations déontologiques. Très bien. Or, dans ces centres, les professionnels de santé sont tous salariés. Il peut être compliqué. Donc le dentiste a le devoir déontologique de s'y opposer. Opposez-vous à un employeur. Cependant, il peut être compliqué pour les professionnels de santé, en raison de cette position de salariat, de faire prévaloir leurs obligations déontologiques en raison d'un rapport de force avec le gestionnaire qui peut être défavorable. Dans la vraie vie, je ne vois quasiment jamais aucun salarié refuser les directives d'un employeur. Dans la vraie vie. Ça se passe très mal, c'est un conflit. C'est un conflit qui est donc ce qu'on appelle Et d'ailleurs, on met les salariés dans une position de conflit éthique qui est source de souffrance. La littérature scientifique est prolixe là-dessus. On leur dit deux injonctions paradoxales. Vous, si vous vous rappelez mes motivations au début, on leur dit touche mais goûte pas, goûte mais n'avale pas. Enfin, c'est... Il n'y a pas l'obligation de retrait dans le code du travail ou pas de sécurité? Comme tu es payé au pourcentage, si tu te retires, tu gagnes plus ta vie. Il faut être motivé. Hein. Ils sont payés en faisant leur chiffre d'affaires comme les libéraux. Hein, donc, voilà. Et d'ailleurs, lorsque les ARS sont alertés des manquements, les gestionnaires se défaussent sur les professionnels de santé. Ah, c'est pas moi. Le montage d'un centre de santé associatif que j'appellerais les néocentres. Donc dentiste salarié, contrat salarié, association. Cette association va passer des contrats avec des sociétés commerciales. Sociétés commerciales qui vont elles-mêmes passer des contrats, bénéficier de financement, passer des contrats avec l'industrie, la prothèse, etc. C'est assez classique, il n'y a pas de sujet particulier. Sauf que l'ordre, lui, va enregistrer les dentistes salariés, va contrôler uniquement l'aspect déontologique des contrats, va vérifier que les dentistes soient bien dentistes, etc. et va traiter les litiges et les plaintes. Voilà, puis c'est tout. L'ARS va intervenir plus haut, il va enregistrer la société le 901, il ne fait pas de contrôle a priori, c'est interdit. Il peut faire des contrôles a posteriori, mais uniquement sur le côté sanitaire, administratif, et il peut délivrer des sanctions financières. Par contre, les contrats entre l'association et la société commerciale ne sont pas vérifiés.
Alors j'ai un doute en 2021, mais j'ai pas vu de décret, donc j'ai un doute. Le souci, c'est que, voilà, c'est un peu petit. Il y a quand même 1200 élus ordinaux pour toute la profession. Il y a, d'après mes derniers chiffres, 4 dentistes conseils ARS. Alors j'en connais quelques-uns, ils sont motivés, hein, mais bon, ils sont 4. Hein. Ils ne sont pas nombreux. Il n'y a pas de contrôle des contrats du point de vue sanitaire dans cette partie-là. Il y a un problème, il y a l'anti-cadeau un peu là, mais globalement, il n'y a pas de contrôle sur toute la partie droite. Aujourd'hui, si on reprend le rapport Katabi, elle en parle. Elle dit on va augmenter les sanctions pour les centres de santé. Et qu'est-ce qu'elle dit? Les informations qui sont remontées à votre rapporteur au sujet de la mise en place des sanctions. 1. Elles n'ont pas été encore appliquées. On aurait fait extension, il n'y en a pas eu. En raison d'un embarras des directeurs d'ARS pour déterminer le montant de la sanction. Alors, il n'y a pas de sanction parce qu'en fait, ils ne savent pas. C'est ce que dit la députée. Hein. Moi, je la crois sur parole. Deuxièmement, après, les députés peuvent se tromper. Ce ne serait pas la première fois. Deuxièmement, les plafonds prévus ne sont pas dissuasifs pour les grands délinquants, qui sont les premiers visés. C'est-à-dire, dit autrement, les sanctions ne sont pas assez fortes. Les petits centres, entre guillemets, pourraient avoir peur. Les très gros, ça ne leur fait rien. Et elle propose que ce soit au pourcentage du chiffre d'affaires, etc. Alors on va comparer cabinet libéral, centre de santé. Cabinet libéral à gauche, centre de santé à droite. Qu'est-ce qui se passe quand un cabinet libéral est pris... Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une société commerciale prend le contrôle d'un cabinet libéral ou d'un centre de santé? On a un exemple, Dentexia. Dentexia avait pris le contrôle de cabinets libéraux. La sanction, ça a été la radiation du dentiste. Ciao, bye bye. On va voir en Suisse si j'y suis. Pour un centre de santé, c'est toujours en procès depuis 6 ans. Voilà. Donc la société commerciale, elle sait très bien qu'elle ne va pas aller vers les libéraux parce qu'ils ne peuvent pas prendre le contrôle en l'état actuel du droit. Alors la différence. Qu'est-ce qui est inscrit à notre professionnel? À titre individuel, on est inscrit les CELARL, toutes les sortes de CELARL, les CSP, qu'il n'y en a plus beaucoup, les holdings, pas les SCM. Les centres de santé ne sont pas inscrits à l'ordre professionnel, il n'y a pas d'indication. C'est discutable, à mon avis. Lucrativité. Un cabinet libéral, il peut être lucratif ou non lucratif si ça les éclate. Je n'en connais pas de non lucratif, mais ce n'est pas interdit. Centre de santé, il est obligatoirement un non lucratif. Le capital, qui détient le capital dans ces structures? Quand on a un titre en BNC, il n'y a pas de capital. Quand on est en CELARL, il y a un capital. Le capital, il n'est pas ouvert à tout vent. Il y a des règles. Accès restreint, inscription à l'ordre, 50,1% du capital doit être détenu par le dentiste exerçant. L'objet social, c'est que ce soit des dentistes. Il y a une limitation du nombre de participations dans les holdings. Et surtout, c'est interdiction d'une prise de contrôle par des sociétés commerciales. Ils ne peuvent pas détenir plus de 49,9% des parts. Et ils ne peuvent pas être gérants. Dans une association 901, il n'y a pas de capital. D'accord ? Par contre, il y a des capitaux dans les sociétés commerciales qui travaillent avec les associations. Et ces capitaux, il n'y a pas de restriction. C'est du droit général de la concurrence. Au niveau du formalisme, les libéraux, c'est plutôt l'ordre. Les centres de santé, c'est plutôt l'ARS. Alors attention, c'est pas si facile d'ouvrir un centre, il faut faire un projet de santé. Pour en avoir lu quelques-uns, c'est le côté administratif pur et dur, il y en a des lignes. C'est un cabinet libéral, vous ne faites pas de projet de santé. Hein. En droit, le cabinet libéral, il dépend du droit civil, du droit administratif, c'est l'ordre, le droit pénal, le droit de la concurrence. Et le centre de santé, il ne dépend pas du droit administratif qui est ordinal. Par contre, il dépend du droit prud'homal. Je parle au niveau dentiste. Hein. En libéral, vous avez les prud'hommes avec vos salariés aussi, mais là, je parle au-dessus de nous. Autre, pour rappel, ces sociétés marchandes qui investissent dans les centres de santé donc n'ont aucune restriction de capitaux. Droit européen, libre circulation des capitaux. Cabinet libéral, au niveau de l'assurance maladie, on a une liberté de conventionnement. On peut choisir de ne pas se conventionner. Par contre,
Donc, et d'ailleurs, on peut être sanctionné par la CPAM et être déconventionné si ça va trop loin. Un centre de santé, à la base, il est conventionné. D'ailleurs, il doit faire à titre principal des actes remboursables, donc il est forcément conventionné. Et bien, c'est l'article du Code de la sécurité sociale. Et par contre, il peut être aussi déconventionné en cas d'abus. C'est arrivé récemment. Le bénéficiaire de ces structures, eh bien, dans un cabinet libéral, il faut que ce soit un dentiste. Le bénéficiaire final, c'est le dentiste qui doit être diplômé, inscrit, et il y a un contrôle du casier judiciaire. Ça ne veut pas dire qu'on peut avoir un casier judiciaire exercé quand même, mais il y a un contrôle. À l'inscription, et puis les condamnations pénales sont adressées à l'ordre qui vérifie. Quand les tribunaux pénaux font leur job, on est bien d'accord. Mais voilà, sur le papier... Pardon ? Pas toujours. Après, ils sont sous l'eau aussi. Hein. Dans un centre de santé, n'importe qui. Le bénéficiaire, c'est n'importe qui. Ça peut être un dentiste radié, ça peut être un garagiste, un coiffeur, des commerçants, des mafieux. On s'en fout. Tout le monde peut. La rémunération des praticiens. Oh, désolé pour la faute d'orthographe. En libéral, elle est variable. Elle n'est pas fixe. Et en salariat, elle est fixe ou proportionnelle, avec une limitation qui veut un peu tout et rien dire. Et là, on pourrait, effectivement, il y aurait un sujet sur comment c'est rémunéré. Globalement, quand c'est un proportionnel fixe, ça passe. Si c'est un proportionnel avec des plateaux, ça passe pas en général. L'application des dispositifs anticorruption, ça s'appelle la loi anti-cadeau, le Sunshine Act. Les libéraux, ça s'applique durement. D'ailleurs, c'est même doublement appliqué parce qu'en plus de la loi Sunshine, c'est marqué « Il est interdit à un dentiste d'exercer tout autre métier ou profession susceptible de lui permettre d'accroître ses revenus par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel ». Dans les centres de santé, ils sont aussi tenus par ce dispositif anticorruption. Par contre, pas la société commerciale qui gère le centre de santé. Et j'y reviendrai, hyper important. Aussi important que personne n'en parle. Rapport Katabi. Alors, un truc intéressant. D'après Katabi, pour elle, les contrats de salariés dont la rémunération est indexée au chiffre d'affaires du centre, pour elle, c'est illégal. C'est l'avis d'un député. Comparaison praticien libéral, praticien salarié, je ne parle plus du cabinet de la structure. Quand on est salarié et libéral, il y a quand même une différence de fond. Le libéral est libre de ses horaires, ça ne veut pas dire qu'il travaille moins. On est salarié, on est horaire imposé. Libéral, libre de ses horaires, dans la limite conventionnelle et du tact et mesure. Salarié, il n'a pas le choix des honoraires. Ce n'est pas lui qui décide combien coûte tel ou tel acte, c'est l'employeur. En libéral, on a la liberté de choix des collaborateurs dentistes ou salariés. On peut très bien choisir de licencier une assistante ou de la recruter. Quand on est salarié d'un centre de santé, on nous impose les collaborateurs. Donc ça se passe des fois bien, puis des fois c'est pas rigolo. Les vacances, en libéral, on est libre de ses vacances. Et quand on est salarié, les vacances peuvent être imposées. Alors ceux qui croient que être l'exercice salarié, c'est le paradis, il faut nuancer quand même. Au niveau des gardes, qui fait tilter ça. Pour un libéral, c'est obligatoire. Pour un salarié, c'est obligatoire. Mais, j'adore le mais, les centres de santé n'ont aucune obligation de participer aux gardes. Le texte dit clairement et littéralement, les centres de santé peuvent participer aux gardes. Et les mots ont un sens. Au niveau, le libéral, il peut se constituer une patientèle. Alors, j'aime pas dire un capital patient, parce que ça veut dire que les gens sont des marchandises, ce qui est intrinsèquement quelque chose qui mérite beaucoup. Mais on peut, en tout cas, se constituer un droit de présentation d'un fichier client. Un dentiste salarié, la patientèle est au centre, elle n'est pas à lui. Il y a des limitations au niveau d'exercice. Un libéral, il a une limitation d'exercice. Il ne peut pas avoir plus de 2 exercices. Article 272 du CSP. Et il y a des dérogations possibles ordinales. Mais il faut justifier. Un salarié, il a aussi des limitations. Mais ce n'est pas les mêmes. Il a une limitation horaire. Il est salarié, il ne peut pas dépasser 35 ou 38 ou 39 heures. Il y a des cadres conventionnels.
Voilà, mais il y a une limite. 48 ? D'accord. D'accord. Je ne l'ai pas mis parce que quand j'avais un doute, j'ai préféré pas le mettre. Parce que j'ai essayé d'être factuel. Par contre, il peut avoir 2, 3, 4, 5, 6 exercices salariés. C'est le nombre d'heures pour un salarié, et pour un libéral, c'est le nombre de lieux d'exercice. Et la liberté d'installation, Elle est, dans les deux cas, elle est totale, hors droit général. Le centre, il peut s'installer où il veut, comme les libéraux. Ah, le salarié ? Alors, c'est le même concept. S'il y a une restriction de la liberté d'installation, elle doit être compensée au niveau financier. Y compris pour les libéraux. Quand un titulaire veut interdire à un libéral de s'installer à côté de chez lui, il a le droit, sauf si, dans la mesure où il y a une compensation financière. Dit autrement, si on interdit à quelqu'un de s'installer, un collecteur libéral, si dans le contrat on interdit qu'il s'installe à côté, il faut le dédommager, parce qu'on le prive d'un droit, donc forcément ça se paye. Et concrètement, vous avez vu des exemples de dédommagement dans les centres de santé ? Non, parce qu'en général... alors non, parce que nous, à Lyon, c'est particulier, on est une grosse ville, les interdictions, ça n'a aucun sens, de toute façon, ils se marchent tous dessus. Donc, Non, mais bien aux salariés qui sortiraient du centre, qui demandaient des dédommagements. Pour avoir des dédommagements sur l'interdit. D'expérience, dans les contrats que j'ai pu lire, j'ai pas vu d'interdiction, en fait. Non, parce qu'il faudrait qu'ils payent, en fait. Ouais. Mais il pourrait mettre contractuellement, mais je veux dire, il y a un tel turnover que dans l'usage, dans mon coin, ça se fait pas. Après, voilà. Mais là, je vous parle en droit, je vous parle en général, un petit peu les différences. De toute façon, en généralité, dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est que si les gens sont de bonne intelligence, tout se passe bien. Hein, c'est toujours pareil. C'est quand il y a des litiges qu'on va gratter un peu les textes. En responsabilité, les libérales, il est responsable au civil, en déontologique et au pénal. Un salarié, il est responsable, il a une immunité civile, il est responsable déontologiquement et au pénal, mais, j'aime bien toujours le mais, que de ce qu'il fait. La question du bénéfice direct ou indirect est de jurisprudence très variable. C'est-à-dire que quand on bénéficie de quelque chose, dit autrement, quand on est complice, mais juste en recueillant les fruits de ce que font d'autres, ça dépend vraiment des magistrats et des cas. Des fois le dentiste est responsable, des fois il ne l'est pas. Rappel, le droit, ce n'est pas la morale, ce n'est pas l'éthique. Le droit, c'est le droit. Et le droit, ce n'est pas la justice. En termes de protection, la protection sociale d'un libéral est plutôt faible. On est des indépendants. Par contre, on a un syndicalisme que j'estime plutôt fort. La profession libérale est assez organisée, dans l'exemple type, elle est assez organisée au niveau syndical, ce qui est une excellente chose. Par contre, au niveau des salariés, alors, ils ont une protection sociale qui est très importante. Le droit du travail, ça peut être très méchant. Par contre, le syndicalisme des dentistes salariés, il est très faible. Et c'est-à-dire, c'est un gros problème. Parce qu'il y en a beaucoup qui se font avoir. Il faudrait un syndicat de salariés un peu fort, quand même. Une bonne CGT des dentistes salariés, vous allez voir. ça va remuer un peu les employeurs. Élection ordinale. Est-ce que vous savez que quand on est libéral, on a des restrictions pour être élu au Conseil de l'Ordre ? Un Conseil de l'Ordre ne peut pas avoir plus de 20% de ses élus qui sont de la même CELARL. Ou 30% des élus du même SCP. Pourquoi ? Simple pour éviter qu'il y ait un cabinet qui prenne le contrôle de l'ordre, en fait, tout simplement. Pour les centres de santé, il n'y a aucune limitation. Aujourd'hui, vous avez des chaînes de centres de santé qui obéissent à leur employeur, où en fait, ils pourraient tous être élus à l'ordre. Ça, j'en parle parce que personne n'en parle. Je suis désolé, là, il y a un risque démocratique majeur de prise de contrôle. Est-ce qu'il y en a à l'heure actuelle ? C'est qu'une question de rapport de force. En tout cas, en théorie non, parce qu'en théorie le dentiste, le centre n'a pas à intervenir. Dans les faits, ils sont salariés, voilà. J'alerte là-dessus. Il y a un risque, il y a une faille démocratique en ce qui me concerne. Il faut quand même être inscrit depuis au minimum 3 ans pour pouvoir se présenter aux élections ordinaires. Oui, mais 3 ans, c'est vite fait. Fort heureusement, la majorité des gens sont. Tu parlais tout à l'heure de la masse des salariés. Je parle d'un risque théorique, mais réel. Si nos aïeux ont estimé nécessaire de dire que pour une CELARL, il ne fallait pas plus de 20% d'un Conseil de l'Ordre,
Là, on parle de CELARL. À l'époque, c'était quand même pas les CELARL qu'on a aujourd'hui, hein, c'était 5-6 personnes. Ils disaient que c'était dangereux. Aujourd'hui, vous avez des centres de santé qui ont 500, 600 salariés. Je parle d'un vue. En tant que citoyen, ça me choque. Ça ne me choque pas qu'il y ait des limitations, hein, au contraire. D'ailleurs, si on veut une pluralité, il faut qu'il y ait des limitations. Et en plus, c'est même pire, parce que si un centre de santé si une chaîne de centres de santé prend le contrôle de l'ordre, il aura le pouvoir sur ses concurrents que lui-même ne sera pas tenu de respecter. Attention. Hein. Membre d'une même celle, pourquoi tu mets un seul élu? Parce que 20%, 20% Parce que 20% d'un conseil de l'ordre, c'est une personne. Oui, 20%. Ça fait 1. Il ne peut pas y avoir 2 élus de même CELARL dans un conseil de l'ordre, dans un conseil départemental. Voilà. Important, ça c'est de la politique. Modalité de résolution des conflits. Il y aura des conflits dans la société. Comment on fait pour séparer les gens pour pas qu'ils se tapent dessus? Il y a la justice civile. Et là, je vous parle en tant que patient. Un patient, devant la justice civile, selon qu'il a affaire à un cabinet libéral ou un centre de santé, ça ne va pas se passer de la même manière. Et ça, c'est un vrai problème. Au civil, les patients bénéficient d'une forte protection. Ils ont le droit de porter plainte et d'assigner un cabinet libéral, un dentiste, en justice. C'est un droit fondamental. Ils ont cette même protection avec le centre de santé. Ils ont le droit de porter plainte au civil contre un centre de santé. Mais il y a un totem d'immunité pour le salarié, qui lui n'est pas embêté. Au niveau disciplinaire, la protection des patients est très forte. Il y a la possibilité d'une conciliation, un accord amiable. Il y a la possibilité d'une plainte avec des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction d'exercice. On met des familles à la rue quand on interdit définitivement un praticien d'exercer. C'est lourd, hein. C'est pas parce qu'on n'a pas indiqué le matériau du devis que c'est des sanctions comme ça. Mais c'est un pouvoir extrêmement lourd et c'est une grosse protection pour les patients. Et là, pour les centres de santé, il y a une protection très faible. Ça peut, à la limite, discuter, concilier. Il n'y a aucune sanction des centres de santé au niveau disciplinaire. Donc, ils ont moins de protection déontologique. Au niveau des ARS, les patients peuvent saisir les ARS. Sauf que c'est une réclamation. Les ARS peuvent essayer de trouver des solutions, mais en fait, elles ne peuvent pas imposer quoi que ce soit à un centre de santé. Je rappelle, c'est la même chose pour les libéraux, je vous rappelle que l'ARS n'est pas une juridiction. Ce qui veut dire qu'on aura peut-être 2 catégories de citoyens. Il y a ceux qui sont soignés par les praticiens libéraux, qui bénéficient d'un bouclier déontologique, et ceux qui sont soignés dans les centres de santé, qui ont un pansement déontologique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'éthique. La protection est quand même moins forte. Donc, est-ce qu'il n'y a pas 2 catégories de citoyens? Alors, pour être taquin, il y en a 4, parce qu'il y a les patients qui vont dans les services publics et les patients qui sont soignés par les dentistes militaires. Mais bon, c'est tellement petit que ce n'est pas le sujet. Je vais vous aborder le sujet des centres commerciaux de santé. C'est une prédation actuellement des néocentres de santé, et j'expliquerai ce que j'entends par néocentre, qui sont en train de faire une prédation sur les centres de santé historiques, les cabinets libéraux et les patients. Quand on regarde des courriers publics, Conseil de l'ordre national écrit à la ministre Marisol Touraine, les associations à but non lucratif sont en réalité le bras armé de groupes financiers plus ou moins puissants dont le profit est le seul objectif. Bon. Défenseurs des droits. Au surplus, à côté de ces centres dits low cost, prospèrent d'autres groupes aux dérives commerciales se fixant des objectifs de grande rentabilité. Mais les services ont été saisis par les réclamations pour des surtraitements dans le centre COSEM, etc., etc. L'IGAS, pour la mission, 2 éléments importants sont à prendre en compte pour détecter les fonctionnements à risque pour les patients, l'orientation vers l'implantologie et surtout l'intrication de la gestion à une association à but lucratif et des sociétés privées avec une recherche de maximisation du chiffre d'affaires dans un modèle financier relativement opaque. La Sécu, alors ils disent aussi, on rappelle, le contrôle des centres de santé, c'est l'ARS. Hein. Et l'IGAS dit, l'ARS ne dispose ni des compétences comptables, ni des modalités d'accès des documents financiers et fiscaux permettant de croiser et d'analyser les informations.
Si les responsables, ils n'ont pas accès aux infos. Ne cherchez pas pourquoi ça ne marche pas. L'assurance maladie, donc rapport en 2021 pour... ils ne sont pas dupes. Hein. Ils disent clairement il y a un détournement de la finalité de la réglementation des statuts d'association à but non lucratif. C'est qui tout ça? On parle de qui? On parle de qui? Alors, je propose une définition des néocentres. Pourquoi? Parce que je trouve assez injuste de mettre dans le même panier tous les centres de santé, notamment les centres de santé sécu, mutualistes et certains centres de santé associatifs qui sont vraiment là pour faire du social et qui rendent un service de santé publique majeur. Et qu'à côté, il y en a d'autres qui se cachent derrière ce paravent pour développer leur activité. Alors, une définition, un néocentre ou un centre commercial de santé est un centre de santé géré par une association l'I 901 à but non lucratif, créée après 2019, et dont la gestion est gérée de manière directe ou indirecte par une ou des sociétés commerciales. Il se distingue des centres de santé gérés effectivement de manière non lucrative, comme les centres santé CEPA, mutualistes, de collectivités et associatifs indépendants. Alors comment est-ce qu'on peut reconnaître un néocentre? Il n'y a pas de baguette magique, il y a des indices. Ils utilisent une marque déposée. Ils ne publient pas les comptes des sociétés satellites. Ils utilisent la réclame, la publicité. Ils délèguent la gestion de la communication. Il y a une participation directe ou indirecte de fonds d'investissement ou sociétés de conseil. Il y a des conflits d'intérêts majeurs, des prises de participation dans la sous-traitance et une installation dans les zones les plus surdotées, voire directement dans les centres commerciaux. Quand on tombe sur ce type d'article, 2022, les fonds de private equity lorgnent les centres dentaires. C'est quoi un private equity exclusif? Donc c'est M. Haroun Benadou pour l'AGFI quotidien. Donc moi je vous raconte juste ce que disent certains journalistes. Donc Dantego est en vente, a été en vente. Bon, ça s'est capoté a priori. Je ne savais pas qu'on pouvait vendre une association de 901, mais bon. Non, mais sur le concept. Est-ce qu'on peut vendre une association à but non lucratif? Oui. Oui. Centre de santé a confié un mandat de cession à l'ASA. La BNP, je vais regarder la BNP. Et c'est quoi un private equity? En français, c'est capital investissement. Ce sont des sociétés qui consacrent des capitaux en espérant, alors j'ai pris Wikipédia, en espérant un rendement sur le capital investi supérieur. Souvent, il accompagne les sociétés en portefeuille et parfois on prend le contrôle. Depuis la crise économique, les reproches qu'ils leur ont faits, c'est opacité, absence d'éthique. En 2012, l'IGF, qui, je répète, n'a aucune raison de nous faire plaisir, parce qu'eux, ils expliquaient qu'il fallait tout libéraliser. Mais ils disaient une chose. Attention, si on libéralise, si on ouvre les capitaux des dentistes, il va falloir, parce qu'il va y avoir des dégradations de services rendus, parce qu'il va y avoir des conflits d'intérêts, si on ouvre les capitaux des structures d'exercice à des actionnaires extérieurs, il faut un renforcement des pouvoirs des ordres afin qu'ils soient en mesure d'assurer un respect des règles déontologiques et la protection de l'indépendance des professionnels vis-à-vis des investisseurs. C'est-à-dire même ceux qui voulaient ouvrir les capitaux des CELARL, ils disaient oui, mais il faut renforcer le contrôle. Parce que c'est casse-gueule, c'est risqué. Et c'est l'IGF, hein. C'est un grand corps d'État. Et une des propositions, il disait attention, si il faut augmenter les pouvoirs disciplinaires aux actionnaires des structures d'exercice. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez une CELARL qui est condamnée, c'est les dentistes. Si vous avez un non-dentiste qui est dans la CELARL, lui, il ne risque rien. Sauf si c'est radié, au moment-là, il n'a plus de revenus, mais lui, il ne risque rien. S'il est avéré qu'au terme d'une procédure disciplinaire, qu'un actionnaire d'une société a fait pression sur un médecin employé par cette société et a mis en danger l'indépendance, l'ordre devrait pouvoir sanctionner cet investisseur. Alors ça, je vous rassure, ça n'existe pas aujourd'hui en droit. Par exemple, en interdisant définitivement la détention directe et indirecte de tout capital qui concerne la médecine. Pourquoi pas? C'est pas idiot. Quand on regarde, par exemple, des conseilleurs en 2017 de Private Equity, ils vous disent, ben voilà, l'opportunité chaîne dentaire, consolidation de l'industrie dentaire européenne est à sa première étape. 2017, donc on est en plein dentexia. Ils vous disent, c'est l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut? Garantir une marque. Après, ça, c'est des trucs quand même de bon sens.
intégrer verticalement en achetant des laboratoires dentaires et, le cas échéant, les délocaliser. Investissez dans la 4CAM. Quand on dit investir verticalement, ça veut dire faire du conflit d'intérêts en permanence. En 2019, un article très intéressant de Wilson Stroh et Lec, il vous dit les soins dentaires en France, est-ce que c'est un marché avec un potentiel d'investissement? Donc on regarde, alors qu'est-ce qu'ils expliquent? Ils expliquent gentiment, voilà, en France, au niveau de l'inscription des dentistes en France est particulièrement surveillée. C'est très contrôlé. On ne peut pas être dentiste ou s'inscrire comme ça. Par contre, les établissements dentaires, donc c'est les centres de santé pour eux, la France est très laxiste. Effectivement, les centres de santé, on ouvre où on veut. Ce n'est pas dans le cas de tous les pays européens. Contrôle des pratiques médicales. La France ne contrôle moins les pratiques médicales que les autres pays européens, en moyenne. Contrôle des prix. La France contrôle plus les prix que les autres pays européens. La Sécu et les syndicats ont un accord et les prix ne sont pas totalement libres. Alors qu'il y a des pays européens où il y a plus de souplesse. Propriété de l'entreprise par les professionnels. C'est à qui appartiennent les cabinets dentaires et les centres de santé. En France, par rapport à l'Europe, les cabinets appartiennent beaucoup à la profession. Il y a peu de capitaux extérieurs. Donc leur analyse, c'est de dire, finalement, il y a peut-être quelque chose à gratter. Alors, je vais le traduire, alors j'ai utilisé DeepL. La nouvelle réglementation de 2018 devrait être un moteur d'investissement dans les entreprises des cabinets dentaires en France. Alors, c'est les centres de santé qui parlent, dans les associations de centres de santé et de développement de groupes dentaires. Comment? En investissant, en générant des revenus non cliniques, tels que la facturation, le loyer, la location, l'informatique, etc., et en tirer des économies d'échelle, bien qu'une telle répartition des revenus puisse être contestée. En fait, ils savent qu'il y a un problème. Analyse juridique, analyse de Watson & Crick, cabinet d'avocats. Tout ça, c'est public. La consolidation, j'adore ce langage néolibéral. La consolidation croissante du marché français des dentaires s'est faite par le biais d'associations à but non lucratif, ils le disent noir sur blanc, auxquelles les investisseurs facturent des frais de dépenses non médicaux, etc. Chez Watson et Stroh, nous pensons qu'une telle structure peut être contestée, notamment en problème de fiscalité, juridique, réglementaire et éthique, applicable aux cabinets libéraux et compte tenu de la nature d'une nation non lucratif. Cependant, même si les investisseurs ne peuvent pas accueillir de part dans une société exerçant dans un cabinet dentaire, je vous rappelle, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, des solutions peuvent être trouvées. Donc en fait, et il vous explique gentiment que les private equity vont pouvoir aider les dentistes et c'est essentiel pour la santé publique. Moi, je n'ai rien demandé. Je pense que la CEPAM n'a rien demandé non plus au private equity pour la santé publique. Mais bon, c'est essentiel. Xerfi et une autre société de conseil vous expliquent que vers 2023, ça va se calmer un petit peu, qu'elle va être entravée parce que, pour trois raisons. D'abord parce que les grandes villes sont tellement saturées qu'il n'y a plus de place. Que pour eux, les ARS vont pouvoir limiter le nombre d'ouvertures. Et que surtout, ça c'est inquiétant, peu de CDS, nos centres de santé, sont capables d'équilibrer leurs comptes sans intervention extérieure. Pas moi qui le dis, Exerfi. Et ce qu'on constate, c'est quand on lit la presse spécialisée, on voit que Colosseum Dental Group a fait l'acquisition de Dentelia. Dentelia, c'est une chaîne de centres de santé qui est dans la Suisse, donc 14 cliniques dentaires qui ont généré 20 millions d'euros de revenus. Bon. Caravelle s'invite dans les soins dentaires avec Efficentre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La holding rejoint les investisseurs qui ont choisi de miser sur une filière en pleine recomposition. Calium parie sur le marché des soins dentaires avec Clinadent. C'est dans la presse, c'est public. L'inspection générale des finances, toujours la même, disait il y a 7-8 recommandations. Suppression du numerus clausus. Si on prend les cabinets libéraux, oui, plus ou moins, avec l'Europe, ça a été supprimé le numerus clausus. Donc ça, c'est fait. Créer un tarif à l'acte pour l'adaptation des prothèses, ça n'a pas été fait. Possibilité d'établir un lien contractuel avec le prothésiste. Ça n'a pas été fait, mais avec les aligneurs, c'est en train d'arriver.
Il disait carrément que c'est le taux de la concurrence qui doit gérer les prix. Bon, ça n'a pas été fait. Ouverture sans restriction des capitales aux non-professionnels. Donc ils disent il faut ouvrir les capitaux des cabinets dentaires aux non-dentistes. Eh bien, ça n'a pas été fait pour les dentistes libéraux. Par contre, ça a été fait pour les centres de santé, en réalité. Bien que ce soit des associations en 1900. Autorisation sans restriction aux professionnels, aux dentistes, d'investir dans plusieurs structures. En libéral, c'est toujours pas autorisé. En centre de santé, c'est autorisé. C'est pas interdit, du moins. Accroissement des pouvoirs... Par contre, il disait tout ça, ok, mais par contre, accroissement des pouvoirs d'investigation, de suspension, de radiation de l'ordre des chirurgiens dentistes. Donc, pour les libéraux, ça n'a pas changé, et c'est pas appliqué pour les centres. Quand on prend ce journal, Private Equity de 2022, santé, les fonds au rendez-vous des spécialistes. Très bien. À qui le tour? C'est pas moi qui le dis. Hein. À qui le tour? Il y a des choses assez inquiétantes et intéressantes. Voilà, c'est une animation. Donc la majorité des professionnels, comme les dentistes, peuvent exercer en CELAR, etc. Et déjà, on peut investir des CELAR en associés minoritaires, quand on a un fonds. Par contre, ça ne leur plaît pas trop, parce qu'en fait, ils n'ont pas de contrôle sur les créances, et ils n'ont pas de contrôle. Donc ils ne s'intéressent pas. Ils peuvent le faire, mais ils sont que actionnaires. Par contre, ce qui va les intéresser, c'est... autant pour moi, c'est pas pertinent. Ce qui va les intéresser, c'est qu'ils disent la structure la plus répandue pour un fonds d'investissement, c'est à dissocier les activités médicales des activités de gestion. Ainsi, une association crée des centres de santé, salarie les praticiens, gère les relations avec les ARS, etc. À côté, une société commerciale va en prendre le contrôle. Et quand vous avez... donc l'investisseur se positionne au niveau de cette société, dont ils peuvent être sans contrainte, les actionnaires majoritaires, minoritaires ou à 100%. Il y a deux limites. La première, c'est qu'une association ne peut pas remonter de dividendes, on en a déjà parlé, et que également les prestations sont soumises à TVA. Donc ils disent qu'il y a 20% qui partent en fumée, on aimerait bien ne pas les avoir. Donc c'est une perte de valeur. Et il dit, c'est un schéma où les industriels sont plus à l'aise que les financiers. Ce qui explique aussi pourquoi il y a tant d'industriels qui sont en train d'investir dedans. Vous avez des boîtes d'implants qui ouvrent des centres de santé actuellement. Ce n'est pas pour faire du soin opposable, je vous le dis tout de suite. À Paris, j'ai vu qu'il y avait un centre de santé où le nom, c'est un fabricant d'aligneurs, d'orthodontie adulte. Bon. Je pourrais en parler en off, mais je ne l'ai pas mis dans la diapo. Sur Google, il n'y a pas de secret. Et on va faire de l'orthodontie et de l'implantologie. OK ? Et un truc qui est assez inquiétant sur le long terme, c'est ce que dit un dirigeant de centre de santé. Le modèle de l'association fonctionne très bien tant que les réseaux sont en croissance et que des investissements sont nécessaires pour ouvrir de nouveaux centres. Il n'est cependant pas adapté à des structures qui gagnent de l'argent puisqu'ils ne peuvent pas verser de dividendes. Ce qu'il est en train de dire en creux, c'est que ces centres, on peut supposer que ces centres sont condamnés à grossir et que le jour où ça grossit plus, ça peut se péter la gueule. Je répète, le modèle d'association fonctionne très bien tant que les réseaux sont en croissance. Il n'est plus adapté à des structures qui gagnent de l'argent. Pas que. Là, il y a un risque. Si je lis correctement le français. Après, je peux me tromper dans l'interprétation, mais ça ressemble à une pyramide de Ponzi, tout ça. Pardon. Les marchands contrôlent des centres de santé ont pour ambition publique de normer les pratiques. Ils ne s'en cachent pas. Dantego, M. Cohen, à travers la création de notre pôle, etc., Dantego a pour ambition de mettre en place la dentisterie de demain au service de nos patients. Ce n'est pas marqué les dentistes Dantego, c'est marqué Dantego. Est-ce qu'il vérifie l'origine de cet argent? Est-ce que c'est pas un blanchiment caché? C'est pas à moi de le dire, moi j'en sais rien. Je veux dire, je suis pas la police. Hein. Ce que dit juste, c'est que c'est opaque. Et ce que je reproche, c'est que justement, voilà. Mais je me garderais bien de dire qu'il y a du blanchiment d'argent. Je n'en sais rien. Je ne suis pas sûre, M. Cohen vive en France. Non,
Mais qu'importe, à la limite, on s'en fout. C'est aux autorités policières et judiciaires de l'établir. Encore faut-il le démontrer. En tout cas, moi, je ne l'affirmerai pas. Mais on peut tout imaginer. De toute façon, tout le monde peut ouvrir un centre de santé. Xerfi explique, les gestionnaires vont devoir se comporter en stratège, normer, partager les bonnes pratiques de gestion d'organisation professionnelle. Ils le disent, hein, on veut contrôler les dentistes et les pratiques. Xerfi, toujours pareil. Alors d'une part, il annonce que les cabinets dentaires traditionnels vont disparaître. Leur disparition est enclenchée. Que les réseaux associatifs, c'est un essor accéléré sous l'impulsion de fonds d'investissement. C'est marqué noir sur blanc, hein, c'est pas marqué que c'est des gens qui se mettent en association pour créer un truc, hein, c'est les fonds d'investissement qui sont derrière. Et que le but est d'imposer le modèle business en France. Oui, mais en étant taquin, je dirais un cabinet dentaire classique aussi, tant que le jour où ça ne rapporte plus, ça ferme. On ne peut pas leur reprocher. Oui, mais ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a quand même encore des petits cabinets avec des dérogations à la loi d'accessibilité qui sont quand même de proximité et qui sont encore existants. Avec un système comme ça, on ne peut plus vendre le cabinet, vu que tout le monde va partir dans ce genre de structure. Les petits cabinets avec dérogations vont disparaître et les jeunes et les nouveaux dentistes, si ces structures-là ferment, n'auront plus que des gros cabinets d'implantologie. C'est pas sûr. Je ne parierai pas ma chemise là-dessus à titre personnel. C'est pas parce que la grande distribution a mangé les petits commerçants qu'il n'y a plus de petits commerçants. Par contre, qu'il y en ait moins qu'avant, ça c'est sûr. De toute façon, il y a aussi un problème démographique parallèle qui fait qu'effectivement, on voit très souvent plein de cabinets qui ne peuvent pas être vendus après le départ. Pardon. Non, c'était juste pour dire que c'était surtout un problème démographique aujourd'hui, la revente des cabinets, et qu'effectivement, forcément, il y a plein de petits cabinets qui ferment, et donc il n'y a plus d'accès aux soins dans certaines régions. Mais c'est plus un problème démographique, en tout cas. Or, on raisonne sur des modèles, comme disait Paul Valéry, et je suis désolé, moi je suis simple, je suis basique. Un modèle marchand, c'est un commerce. On est en train de vivre une évolution normative vers un commerce du dentaire. Les sociétés qui gèrent des centres de santé sont des marchands. C'est pas péjoratif ce mot-là. Hein. Alors je sais que t'entends quand je leur dis, ils ne le prennent pas bien, comme si c'était une insulte d'être un marchand. Non, un marchand c'est très honorable, au contraire. Le marchand, vaut mieux marchander que de faire la guerre. Hein. Mais pour moi, c'est pas la santé. Vous avez aujourd'hui des sociétés comme Straumann qui ouvrent des formations et qui font de la création de centres de santé, ou du support, plus exactement, je vais être précis. Quand on regarde donc, en novlangue entrepreneuriale, les centres de santé deviennent des DSO, Dental Support Organization. Et je vous le mets en gros, c'est des posts sur LinkedIn de Straumann, ou d'employés Straumann pour être plus précis. Centre dentaire France, générer de la croissance en aidant nos partenaires à libérer le potentiel de la santé bucco-dentaire. J'aime bien ce langage néolibéral. Vivre une croissance durable. On va sur leur site, il y a le lien en bas. Alors, qu'est-ce que nous pouvons proposer aux dentistes? Nous allons générer une demande plus importante auprès des consommateurs, approcher vos patients de manière ciblée. C'est ça qu'on parlait des cookies, etc. C'est multifactoriel le problème. Établissez leur profil, génial. Augmentez la demande et vos revenus. J'espère que la Sécu vous rend les oreilles là. Il vous explique, on va faire de la dépense les gars. Cool. Hein? La croissance durable, ça c'est un mythe. Hein. Hop là, c'est parti en arrière. La croissance durable, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. C'est quand on a la limite qu'on se rend compte que c'est une croyance irrationnelle à tous les points de vue. Hein. Mais bon, maintenant quand l'ensemble de la société est passé sous cette croyance, ben, il reste encore la santé.
Il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que, je ne vais peut-être pas m'attarder là-dessus, c'est que la santé, c'est pas, le but d'un système de santé, c'est pas de générer de la croissance. C'est au contraire la freiner. C'est qu'il faut maintenir les gens en bonne santé, c'est ça. Donc le but, c'est pas qu'ils grossissent, qu'ils grandissent. Non, c'est déjà les maintenir en santé. C'est déjà pas mal comme projet. Donc la finalité du modèle qui est proposé est totalement opposée à la finalité d'un système de santé. On ne lutte pas pour les mêmes choses. Bon, je vous fais... Hop, on va accélérer. Et très souvent, on retrouve des abus de langage. Vous connaissez le greenwashing. Alors, nous, on subit l'éthique washing à tout va. Vous avez un site internet sur 2 de centre de santé qui vous explique, nous on est éthique, on fait des préjugés, c'est top, tout ça, machin. Ils ne sont pas soumis à l'éthique professionnelle. C'est ce que j'appelle de l'éthique washing. On fait croire aux gens qu'on est éthique. Là, c'est un extrait d'un projet de santé. Le centre de santé, il vous explique. Parce qu'il s'installe dans une grande surface. Dans une démarche de démocratisation de l'accès aux soins, nous ne souhaitions en effet ni proposer une destination ingarable, ni un système payant. À quoi bon pratiquer des tarifs conventionnés si le patient doit supporter un reste à charge horodaté? Ça passe crème. Non mais l'ARS, ils ne peuvent pas dire non. En fait, ils n'ont pas le pouvoir de dire non. Je pense bien que ceux qui lisent ça, ils font... Mais non, ils ne peuvent pas dire non. C'est ça l'argumentation, hein. De dire je m'installe dans un centre commercial, c'est ça. On ne paye pas le parking. Ok. Moi, je me rappelle que dans Texia, il y avait quand même une couverture éthique, au moins affichée, par des grands noms de la profession. En réalité, l'application des principes éthiques du code de déontologie est incompatible avec le montage actuel des centres de santé. Pourquoi? Le compérage, pour les libéraux, le compérage, c'est interdit. La limitation du nombre d'établissements, c'est interdit. La communication, nous, elle est régulée. L'indépendance professionnelle des praticiens est importante. Les sociétés doivent être indépendantes. On doit avoir la liberté de choix de nos prestataires. On ne peut pas se lier avec un prestataire. Le conflit d'intérêts est interdit, alors que le modèle des sociétés qui gèrent les centres de santé, eux, leur modèle business, c'est la chaîne de valeur, c'est le conflit d'intérêts à tous les étages. La pub pour les tiers et les lots anti-cadeaux. Le statu quo, c'est intenable. C'est pour ça que je fais ces conférences. C'est qu'à un moment, il y a des scandales de menaces, il y a des scandales de masse. Les centres de santé traditionnels et libéraux ne sont pas contents. Les associations de patients, c'est vent debout. Il n'y a pas d'amélioration de l'accès aux soins. Ça ne marche pas, c'est un échec. En termes d'honoraires et d'accès, il n'y a pas d'amélioration de la qualité des soins. C'est prouvé nulle part. On est en échec sanitaire. On est en échec. Alors, pour nous, pour moi en tout cas, il va falloir faire un choix. Soit on bascule totalement dans le système du marché, qui peut être un choix politique, on peut le décider. La santé, c'est un bien marchand, libre concurrence, allez, en avant Guingamp. On intègre la santé dans le marché unique européen. Pourquoi pas? Ou alors, on peut dire, non, 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 on veut une voie médicale, avec une adaptation du marché unique européen à la santé. Et ça, c'est tout bête, c'est un choix politique. Choix politique qui ne fait pas partie des discussions. On n'en parle quasiment jamais de ça. Vers quoi on tend? En plus, nous, les dentistes, on est un peu entre les deux, parce qu'on n'est pas tout remboursé, parce qu'il y a des actes esthétiques, parce que, etc. Donc on navigue un peu entre les deux. Mais tôt ou tard, on va se faire manger par l'un ou par l'autre. La situation n'est plus tenable, surtout maintenant où il y a le système des modèles de centres de santé, des néocentres. Et je me pose la question, si finalement ces néocentres, c'est une solution qui n'est pas un problème ou le problème. Alors, le problème, n'exagérons pas, mais ça aggrave le problème. Une des clés que je propose, c'est renforcer l'indépendance professionnelle. Vous savez ce que c'est, ça? C'est le décret de création de l'ordre des dentistes signé par De Gaulle, l'ordonnance de 1945. Qu'est-ce qui est marqué? Et ça, vous allez voir, ça fait sens. Là, on voit tout le Conseil national de la résistance qui est derrière. Ils disent les ordres auront à défendre l'indépendance de la profession. Rien de nouveau. Le but des articles patati patata est d'éviter que des tiers non qualifiés, donc non dentistes, cherchent à s'immiscer dans l'exercice de l'art dentaire en facilitant par leurs capitaux ou leur matériel l'exercice de la profession. Et il précise, mais attention,
il n'est pas dans l'esprit, ni dans la lettre, ni dans le texte, de s'opposer au fonctionnement des centres, à l'époque, ce qu'ils appelaient des cabinets non lucratifs. Donc déjà à l'époque, ils disaient, on sait qu'il y a un problème avec les centres non lucratifs, mais en fait, non, on balaye ça, on les garde, il n'y a pas de problème. Dès 1945, ils en parlaient. Les néocentres sont plus libéraux que les libéraux. Aujourd'hui, vous avez les centres de santé traditionnels qui sont un peu en difficulté. Les mutualistes, on en parle, ça ne va pas très fort. Vous avez les cabinets libéraux, qui sont comme la masse des dentistes, et vous avez les néocentres. Et je parle du non lucratif au lucratif, et vous avez des cabinets libéraux très lucratifs, d'autres non pour non lucratifs, c'est les cours de Gauss. Qu'est-ce qui les freine, tout ça? Les centres de santé traditionnels, ce qui les freine dans leur développement, c'est un frein culturel. La plupart du temps, c'est vraiment des gens qui croient dans leur mission. Ils n'imaginent pas poser des implants à tout va. C'est pas dans leur logiciel. Les cabinets libéraux, ce qui les freine, c'est la déontologie. Désolé de le dire, la déontologie limite le développement. C'est une des raisons d'exister. Le développement en copiant les centres commerciaux, c'est ça que vous dites? Il peut y avoir d'autres modèles ou d'autres développements possibles. Mais aujourd'hui, ce qui freine le développement des cabinets libéraux d'un point de vue réglementaire, c'est le fait qu'il y ait un frein déontologique. Ce n'est ni positif, ni ce que je dis n'a pas de caractère positif ou négatif. C'est qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui freine les centres commerciaux de santé? C'est pas le réglementaire, c'est pas l'ordre, c'est pas les ARS. C'est qu'ils ont du mal à recruter, c'est tout. C'est un problème démographique. C'est ça qui les freine. Le reste. Et je note qu'il y a une appétence forte pour l'IA et les délégations de tâches, c'est surtout pour les néocentres et les cabinets libéraux. J'ai bien compris qu'il y avait un axe. J'émets une hypothèse. C'est pas opposable. L'hypothèse. Est-ce que vous avez déjà vu une courbe spéculative? Courbe spéculative, vous avez dans une activité économique des investisseurs avisés, peu nombreux. Vous avez des investisseurs plutôt aguerris qui commencent un petit peu à investir dans quelque chose. Ça fonctionne, les médias en parlent. Là, grand public, tout le monde en parle. Allez, on se lance dans un truc économique. On ouvre. Enthousiasme, cupidité, illusion. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Un crash, un petit rebond et un gros crash. Et après, ça revient à la tendance. C'est-à-dire que globalement, ça a quand même augmenté. Ce qui m'a interpellé, c'est que quand j'ai vu cette courbe, j'ai vu la courbe des centres de santé associatifs. Je ne dis pas que c'est forcément opposable, c'est une corrélation, mais c'est quand même interpellant. Il y a eu dans Dentexia, il y a eu une petite baisse. Là, aujourd'hui, pour moi, on est là-dedans. Ça ouvre de partout, ça crache de partout, mais ça ouvre quand même, ça ouvre. On est à peu près par là. Il va y avoir probablement, d'après mon avis, ça n'engage que moi, un coup d'arrêt avec pas mal de catastrophes. Des moins vertueux, mais le système va quand même perdurer. Et quand vous regardez la courbe des centres de santé associatifs dans le Rhône, c'est intéressant. C'est la courbe bleue. Attention, corrélation n'est pas causalité. Si jamais je ne me trompe pas, et puis on sait qu'il y a quelques centres qui ne vont vraiment pas bien, ça peut imploser et mettre vraiment des gens par terre. Après, dans un système financier, la crise fait partie du système. C'est normal qu'il y ait des crashs. La destruction, reconstruction, sauf que là, il y a des gens. Donc, les néocentres de santé à but non lucratif sont un des chevals, je la fais volontairement, de la financiarisation de la médecine bucco-dentaire. Un des chevals, il y en a plusieurs. Alors, quand on reprend ce modèle initial, vous vous rappelez? C'est quoi un centre de santé, un néocentre? C'est les organismes lucratifs, salariant des dentistes libres d'obéir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils modifient la chirurgie dentaire en profondeur. Ils réduisent le dentiste en ouvrier spécialisé. Le dentiste, dans un centre de santé, c'est un ouvrier spécialisé. Un super ouvrier, mais un ouvrier quand même. Et on veut prendre le contrôle des pratiques par les non-professionnels. Et ils augmentent les difficultés d'accès aux soins à ce jour. Au niveau axiologique, quel est le système de valeurs de ces néocentres? C'est un modèle marchand, c'est du néolibéralisme pur, et c'est adéontologique. Ils ne sont pas contre la déontologie, ils s'en foutent. Ce n'est pas le logiciel, ils sont aprivatifs. Et qu'est-ce que ça va devenir? Ils ont l'ambition de devenir la norme. Et aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi ça n'arriverait pas. Concrètement, que des faits réels.
vous êtes une galerie marchande, vous voulez louer vos espaces. D'après Telegram, Carrefour ouvre des centres de santé Vertuo. Au sein de la société Carmila, composée de Carrefour, des filiales du Crédit Agricole, Société Générale, BNP, quand on a dit BNP, j'ai rigolé. Le groupe Carrefour ouvre depuis quelques années des centres dentaires Vertuo dans les galeries marchandes. Et effectivement, quand vous regardez le capital social, c'est public, hein, de Carmila, vous avez Carrefour, la Caisse Crédit Agricole et la BNP, et puis d'autres. Ils ne sont pas là pour faire du social. Hein. Vous êtes industriel et vous cherchez à vendre des débouchés, ouvrez un centre dentaire, vendez vos produits en salariant des dentistes, qui lui ne pourra pas choisir de fournisseurs. Si vous êtes un fabricant d'aligneurs, vous ouvrez un centre dentaire, vous vendez que vos aligneurs, le dentiste, il ne va pas pouvoir choisir un autre. En théorie, il peut, mais dans la réalité, il ne pourra pas. Pardon ? Offrez-vous un centre de santé ? Bien sûr, c'est ce que je dis. Il salarie des dentistes, de manière indirecte. Ce n'est pas direct. Il y a toujours le paravent de l'association au milieu. Atabi. L'association Katabi, pardon, excusez-moi. Le président de l'association peut exercer à titre bénévole. Atabi, c'est un nom particulier Atali ? Ah non, non, non. Non, mais j'ai lu son rapport d'il y a longtemps et il y a beaucoup de choses là-dedans. Et je ne voulais pas vous encombrer. Katabi, elle dit, attention, il ne faut pas que les fabricants puissent gérer des centres de santé. Elle le dit. Aujourd'hui, ça existe. C'est comme si Pfizer ouvrait des centres de santé de sexologie. Hein. Ils vont vendre du Viagra. Ben, c'est normal. Cas réel. Vous voulez offrir des massages et des coupes de champagne dans le cadre de consultations esthétiques gratuites uniquement aux clients d'un spa partenaire ? Ouvrez un centre de santé. Je ne vous dirai pas qui c'est parce que c'est en instruction. C'est réel. C'est ça la vraie vie. Rien n'interdit. Et c'est pas sûr que ce soit illégal. Vous ne voulez ne pas participer aux gardes, ou transformer votre cabinet en centre de santé. Et vous dites, je ne peux pas participer aux gardes. À l'URPS Grand Est. Oui, mais si le centre de santé dit non, vous ne pouvez rien faire. Alors, que ce soit clair, l'immense majorité des centres de santé et dentistes salariés jouent le jeu. Mais il arrive que certains disent non, et légalement, c'est niette. Et si le dentiste veut le faire, mais que son employeur ne veut pas, le dentiste, il n'est pas responsable. C'était jugé, et puis même, c'est assez logique. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez des cabinets libéraux qui se transforment en centres pour échapper aux restrictions de l'ordre. Je ne vous dirai pas qui, mais c'est exactement ce qu'il se passe. Non, mais dans certains cas, dans 95, il y a un centre dédié pour faire les gardes. Donc là, c'est les praticiens, même tous les salariés. Oui, mais oui. le centre, a priori, d'après ce que je comprends, pour développer, il pourrait refuser que son salarié y aille. A priori, mais ce n'est pas a priori. C'est une réalité. Il y a eu, donc l'article 2 dit, les centres de santé peuvent participer aux gardes, c'est pas doivent, c'est peuvent. Et Conseil d'État 2020, alors chirurgien dentiste salarié n'ayant pas assuré une garde pour lequel il figure au tableau, alors que son employeur a refusé de mettre les moyens techniques. Donc le dentiste a été mis hors de cause parce que lui voulait faire sa garde, mais son employeur lui refusait. Mais l'employeur n'a pas été poursuivi. Donc, il a fait, par exemple, nous, en Ile-de-France, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est que les gardes soient centralisés dans des endroits externes au cabinet et au centre. Et à ce moment-là, si on faisait les gardes ici parisiennes, les salariés seraient contraints de venir faire leur garde ou pas ? C'est de l'hypothèse, moi je ne sais pas. Non. Alors, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faudrait faire. Je vous dis ce qui se passe. Alors volontairement, ces exemples sont volontairement un peu choquants et tatillons, parce que même s'ils restent exceptionnels, ils n'en demeurent pas moins exacts et factuels. Vous voulez exercer votre profession comme un commerce, ouvrez un centre dentaire. Il n'y a pas d'interdiction pour un centre de santé dentaire d'exercer comme un commerce. C'est pas marqué. Nous, c'est marqué, hein, les libéraux. Même pas. Tous les dentistes, c'est marqué. C'est même pas que les libéraux, c'est tous les dentistes. Est-ce qu'on peut faire un centre dentaire avec un dentiste ? Bien sûr. Alors deux, il faut être deux. Une association, il faut être deux. Obligatoirement. Mais ça peut être n'importe qui, y compris un dentiste radié.
Ah ben, rien ne l'interdit. S'il n'est pas privé de ses droits civiques, il peut gérer une association 1901. Vous vendez des bonbons, un exercice, il n'y a pas de restriction en fait à la gestion d'une association 1901. C'est un droit fondamental. Vous voulez exercer une marque commerciale, ben, sous-traitez des centres dentaires. Je vous passe un extrait d'une émission télévisée il y a peu de temps. En tant que praticien libéral, vous ne pouvez facturer que des prestations de soins. Vous pouvez facturer de la marque. Et vous n'avez pas le droit de faire de la publicité ou de la réclame pour une marque. Et ça, là-dessus, pour l'instant, les textes sont extrêmement rigides et c'est tant mieux. Quand on regarde ce qui se passe ailleurs, si ça se lance, voilà. Prenons ce centre qui vient d'ouvrir et qui emploie 6 dentistes. Pour entrer dans le réseau Dantego, il verse d'abord un droit d'entrée à Adental de 120 000 €. Ensuite, il paye tout un tas de prestations comme le droit d'utiliser la marque et le concept, 24 000 €. Les ressources humaines, 84 000 €. Ou encore la communication, 24 000 €. En tout, le centre verse chaque année au moins 222 000 € à Adental. Alors, là-dedans, il y a des choses qui sont légitimes. Quand on délègue la gestion, je sais pas, des salariés, c'est normal que ce soit payant. Il y a quand même quelque chose qui est assez embêtant. Moi, j'ai fait une règle de 3. Aujourd'hui, je vais voir ce matin, Dantego, c'est 95 centres. Moi, je fais 95. Si ce que dit France TV est exact, et si les chiffres sont les mêmes pour tous les centres, ce que je ne sais pas, 95 centres, c'est 11 millions de droits d'entrée, et chaque année, c'est 2 280 000 € qui rentrent dans les caisses. Pourquoi pas? Mais ça, quelque part, c'est de la facturation qui est supportée par les patients. Et du coup, toujours par les patients, soit directement, soit indirectement, par les cotisations via la Sécu ou par les complémentaires. Et dans ma conception de la santé, ça, c'est de la dépense inutile. C'est aux autorités judiciaires, si elles s'en saisissent, de le déterminer. Vu ce que dit France TV et vu mon calcul de 3, pour moi, d'un point de vue personnel, je trouve que c'est des dépenses inutiles, qui n'a pas d'intérêt de santé publique. Aucune. Donc on peut aussi ouvrir des fonds d'investissement à but non lucratif quand on est salarié. Et d'ailleurs, ce que dit Katabi, elle le dit. Les ARS sont mal outillés pour refuser des ouvertures à des gestionnaires compromis. Elle le dit. Les procédures pénales sont ouvertes contre les dirigeants des centres de santé compromis, mais sauf que les gens ils sont présumés innocents et donc ils peuvent ouvrir d'autres centres de santé. Vous en avez un qui est fermé, l'autre il ouvre. Un libéral, quand il est radié, hein. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, ça ne change pas. Hein. Non. À la date du jour. J'ai aucun texte de loi qui me permet d'affirmer ça. Non, c'est l'idée. D'ailleurs, ce que j'aimerais bien qu'il soit, c'est que les bénéficiaires soient co-responsables de leurs problèmes. Toujours pareil, hein, les bénéfices, je veux bien les récupérer, les déficits, je veux bien que d'autres les prennent. Le procès des dirigeants d'Antissa n'a pas eu lieu, alors que ça date de 2016. Dans l'intervalle, ces dirigeants sont présumés innocents et peuvent avoir le droit d'exercer leur... oui, ils ne sont pas condamnés, donc il n'y a pas de raison de les interdire de quoi que ce soit. C'est une base légale qui me semble bonne, mais en l'espèce, c'est compliqué pour les ARS. Hein. Si les patients payent, ça veut dire qu'ils payent plus cher dans ces établissements-là, ou alors que c'est Je ne sais, il y a, c'est une vraie question pour laquelle il faudra. C'est pour ça que les ARS devraient avoir accès aux comptes des associations, ce que légalement elles ont le droit, mais que d'expérience, j'ai vu trop de rapports ARS où les comptes n'étaient pas fournis, il ne se passe rien, à ma connaissance. Voilà. Voilà. Je me garderai bien de mettre un lien direct avec des accusations aussi lourdes. Par contre, il y a quelque part un problème. Ça, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui se gaffe quelque part. Je ne sais pas où. Par exemple, Proxy Dentaire, d'après la députée, quelques mois après le scandale Proxy Dentaire, le trésorier s'attelait à ouvrir un autre centre de santé. Alors, heureusement, il a fallu que ce soit le ministère de l'économie qui a alerté. Mais bon.
Vous êtes un voyou, ouvrez un centre dentaire. Ça, je me permets de le mettre, c'est public. Et c'est pour ça que c'est pas facile de militer dans ce milieu. Une avocate a été radiée du barreau parce que la circonstance que l'avocate n'a pas agi... C'est une avocate qui était présidente d'une association en 1901, gérant un centre de santé, qui a été attaquée par l'ordre départemental d'une région. Cette dernière n'a pas agi dans l'exercice d'avocat. Elle a usé de ses compétences d'avocat pour mettre en place la stratégie judiciaire destinée à piéger les membres du Conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes. On a des voyous, hein. Bon, je ne dis pas où c'est, vous pouvez chercher, il y a ça. La condamnation, c'est qu'elle a été radiée de son barreau. Mais il y a des choses violentes qui se passent actuellement. Bref, vous avez compris. Où trouver l'information publique ? Je vous ai listé plein d'endroits où on peut trouver beaucoup d'informations. L'avantage avec l'Internet, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont publiques. On peut trouver, en grattant un peu, on trouve beaucoup de choses. Dernière partie, c'est la plus courte, rassurez-vous, c'est pourquoi, avec tout ce que je vous ai dit, pour moi, les scandales vont continuer. Et où est-ce qu'il faudrait agir ? En systémique, on va voir les cybernétiques, quand vous avez un effecteur, par exemple un centre, il y a des actions qui rentrent, qui vont donner un effet. Il va falloir faire, il y a toujours une rétroaction, une boucle. Cette boucle peut être positive ou négative, là c'est négatif, et elle-même peut être contrôlée, ce qu'on appelle par un servomécanisme, c'est quelque chose qui va réguler. Ce qui se passe dans un système en cybernétique, c'est si vous avez, normalement c'est censé bouger, voilà, s'il n'y a pas de rétrocontrôle négatif, ou si c'est insuffisant, c'est l'emballement, c'est la panique. Par exemple, s'il n'y a pas assez de prédateurs, il y a plein de rats partout. Hein ? Accélération, destruction. Si vous avez s'il y a un excès de rétrocontrôle positif, c'est-à-dire que le feu appelle le feu, en fait, vous avez des incendies. Donc, c'est toujours dans le même sens. Et si vous avez, on va arriver, alors si vous avez un excès de contrôle négatif, c'est-à-dire qu'en fait, si vraiment si ce qui freine est encore plus freiné, vous avez une immobilisation du système, c'est un trou noir en fait, rien ne se passe. Et la réalité, c'est qu'il faut des régulations. Parce que si vous n'avez pas des régulations qui peuvent être plus ou moins appuyées, c'est comme ça que fonctionne la vie d'ailleurs, c'est la régulation qui permet que le système soit durable. Or, je m'efforce de vous présenter que le système des modèles des néocentres n'est pour moi pas durable. Parce qu'il y a une absence de rétrocontrôle. Ce qui va amener au plus gros du travail, la plus courte mais le plus gros, c'est qu'on a essayé de modéliser les centres de santé et vous expliquer pourquoi ça pourrait imploser. Et pourquoi, malgré les efforts des ARS de la CEPAM, pour moi, ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionne ? Excusez-moi. Ce qui est bizarre, c'est que c'est censé... Voilà. Alors, on a divisé le secteur du marché dentaire, je vais utiliser un langage néolibéral, le soin, alors secteur non lucratif à gauche, le secteur lucratif à droite, pour les centres de santé, avec un secteur soin qui est dans le non lucratif. Dans le soin, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez les dentistes salariés qui vont soigner des patients. Pas de surprise. Ces patients vont payer l'association les 901 et cette association va reverser une partie de cette rémunération aux dentistes. Jusque-là, on est d'accord. Une partie de cette rémunération va être prise en charge par l'assurance maladie, qui va participer. On va partir du principe que ce ne sont que des actes opposables. Ils vont payer 70%. Du côté lucratif, l'association va passer des conventions avec des sociétés marchandes. Ces sociétés marchandes, elle va aussi passer des conventions avec la location, on en a parlé tout à l'heure, avec l'industrie, normal, il faut qu'elle se fournisse en prothèses, par exemple, il n'y a pas de difficulté, avec l'industrie de manière générale. Et on voit dans les montages de sociétés derrière les associations, les néocentres, que très souvent, vous avez des sociétés de conseil qui, parfois, sont les mêmes actionnaires que dans les laboratoires de prothèses. Et parfois, vous avez la même personne derrière les structures locatives, les structures de prothèses, les structures de conseil.
Mais cette personne qui a de l'enrichissement personnel n'est pas directement liée au centre de santé. Et cette société commerciale, la location. Mais après tout, en libéral, on fait pareil. On achète son local. Et rien ne vous interdit d'acheter des locaux et les louer à d'autres dentistes. C'est pas interdit. Hein. Vous pouvez le faire. C'est pas là pour moi où est le problème. Quel investissement immobilier, bon, c'est pas ça qui mettra en péril la santé publique. Et cette société commerciale va pouvoir contracter avec X centres de santé. Aucune limitation. Elle va pouvoir également bénéficier de financements internationaux, comme on a vu tout à l'heure. Et il arrive assez fréquemment que ces financements internationaux financent aussi l'industrie. Et que cette société commerciale va également participer au monde industriel. Cette industrie, elle, fait de la pub. Soit de manière générale, la réclame. Soit de la réclame générale, soit de la réclame ciblée, ce qui est un gros problème. Mais bon, qui dépasse cette conférence. On peut penser aux aligneurs, on peut penser aux médias sociaux, on peut penser aussi aux réseaux de soins, hein, qui font de mon point de vue, une démarche prospective. Bon, il paraît que non. Et eux-mêmes bénéficient de financement. Et parfois, c'est les mêmes, parfois non. Et tout ça, ça va faire de la prospection auprès des patients qui vont être redirigés vers le centre. Et ça, c'est une tentative, alors ce n'est pas la vérité vraie, c'est une tentative de modélisation. C'est-à-dire, on ne s'intéresse pas à quelles sont les parties, c'est comment est-ce que ça interagit. Vous pouvez rajouter 15 000 couches. Hein. Honnêtement, c'est déjà pas mal. Et là, on va refaire le même exercice en mettant les contre-pouvoirs et les boucles de rétroaction, là où il y a de la régulation. Okay. Quand il y a de la régulation, il y en a de la régulation, il ne faut pas croire. L'ordre des dentistes régule. Qu'est-ce qu'il régule? Il régule les contrats. Il vérifie les contrats. Là où il a une régulation, ben en fait, c'est qu'il traite aussi les litiges et les plaintes des patients. Et de temps en temps, il y a des choses qui sont même pour l'ordre, je m'exprime mal, même si le centre n'est pas sanctionnable déontologiquement, il y a quand même des mauvaises pratiques de salariés qui peuvent être sanctionnées par l'ordre. Mais l'ordre n'agit que là-dessus. Point barre. Vous avez un autre rétrocontrôle qui est l'assurance maladie. Je parle j'ai toujours l'impression d'avoir un responsable. Mais le contrôle du dentiste salarié est, en l'état actuel, complexe. J'ai dit pas impossible, il est complexe. Pour plusieurs raisons. Il n'y a pas d'identification du praticien. C'est le numéro finesse de l'établissement qui transmet. J'avais cru comprendre qu'il fallait y aller, alors qu'on peut difficilement faire du contrôle à distance. Il est possible, mais il est complexe. Par contre, donc il contrôle l'association également en termes des soins. Par contre, il y a 2 points morts. L'implantologie et l'orthodontie adulte. Ils ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, il n'y a pas de contrôle. Et quelque part, s'ils ne remboursent pas, il n'y a pas de raison qu'ils contrôlent. C'est-à-dire qu'un centre de santé qui ne ferait que de l'orthodontie adulte passerait totalement sous les radars au niveau de la Sécu. Hein? Les centres Dentexia ont été contrôlés quelques mois avant leur liquidation. Pas de problème pour la Sécu, parce que le problème c'était ailleurs, c'est sur les implants, etc. Orthodontie enfant, il y a une prise en charge de l'assurance maladie, donc ils auraient la légitimité et le pouvoir d'y aller. Un adulte, ils ne sont pas au courant. En fait, ils ne sont pas au courant que ça existe. Parce qu'il n'y a pas de feuille de soins. Au niveau des contre-pouvoirs, vous avez l'ARS. L'ARS, qu'est-ce qu'elle va? Elle va contrôler le sanitaire très durement. Attention, hein, centre de santé, attention, c'est chaud hein, au niveau sanitaire. J'ai coutume de dire, mais c'est valable un peu pour les libéraux aussi, si vous travaillez mal, il faut le faire propre pour être tranquille par rapport à l'ARS, pas par rapport à d'autres organisations. Sauf que c'est un contrôle qui est limité. Ils sont censés aussi vérifier le respect de la loi anti-cadeau, mais ça c'est... bon. Oui.
Ils vérifient, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient de la portée judiciaire. Ils peuvent refuser de rembourser un patient, mais ils n'ont pas de pouvoir de sanction des professionnels de santé. Hein. J'ai pas mis les mutuelles dans le système. Surtout qu'en théorie, les centres de santé sont censés faire du soin opposable en titre principal. En tout cas, c'est ce qu'ils... Alors, ils ont un contrôle des remboursements, mais ça, c'est un vrai sujet parce qu'ils demandent des pièces médicales et c'est un sujet un peu touchy, là. Mais c'est pas dans le système actuel, les mutuelles, à ma connaissance, ne constituent pas une force de rétrocontrôle majeure. Là, je vous parle de l'ordre, je vous parle de l'ARS, je vous parle de la CEPAM, c'est quand même des gros. Hein. En tout cas, bravo à toi.